Merci Loïc. Alors bonjour à tous, encore une fois pardon de ce retard. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance du Think Tank Territoire, dédiée cette fois au territoire transfrontalier depuis le Palais du Luxembourg. Alors c'est une séance particulière pour toute une série de raisons. D'abord parce que c'est la première conférence de l'année, au soir du premier lundi de 2022. Et j'en profite pour vous adresser tous mes vœux pour l'année qui commence. C'est une séance particulière aussi parce que c'est la première de la présidence française de l'Union européenne, commencée il y a 2 jours. Un contexte qui donne évidemment tout son sens au territoire transfrontalier, territoire européen. Une séance particulière aussi parce que nous sommes désormais dans une année électorale en France, avec les présidentielles qui se profilent. Les enjeux que nous portons doivent prendre une place centrale dans le débat public à cette occasion, et c'est encore loin d'être le cas, malgré des initiatives comme la nôtre et les efforts de nombreuses personnalités, comme celle de Jean-Christophe Fromentin, qui nous accompagne aujourd'hui, maire de Neuilly, président de Territoire en Mouvement, qui interviendra dans quelques instants. Voilà, une séance particulière enfin, en raison du contexte sanitaire, qui explique aussi que nous soyons aujourd'hui un tout petit peu moins nombreux que prévu. Alors nous avons pris l'engagement auprès de tous ceux qui n'ont pu se déplacer et qui ne peuvent pas nous suivre en direct aujourd'hui, de diffuser largement cette conférence a posteriori dans son intégralité auprès de l'ensemble de nos partenaires au sein des conseils régionaux, départementaux, au sein des eurorégions, au sein des intercommunalités, des communes qui nous suivent, des universités, avec le soutien notamment de l'agence BBK. Alors, je veux remercier chaleureusement le sénateur Loïc Hervé, sénateur de Haute-Savoie, président délégué de l'Association des petites villes de France, et contraint d'intervenir lui-même à distance. Nous l'entendrons dans un instant lui aussi. Alors, je suis très heureux que le Sénat, la Chambre des territoires, par définition, ait proposé d'accueillir cet événement, dont l'objectif principal, qui est celui de notre think tank, est de remettre les territoires au cœur de la vie politique française, de faire des territoires le cœur, les cœurs de notre pays. Pour cela, l'urgence d'une décentralisation accélérée doit être martelée. Décentralisation qui semble n'être jamais, en dépit du bon sens, une priorité gouvernementale. Et je pense que c'est une erreur préoccupante. Aucun changement véritable ne sera possible dans notre pays si nous ne repensons pas profondément l'organisation et la répartition des compétences au bénéfice des territoires. Il ne faut pas moins qu'une révolution copernicienne, inverser les perspectives. Ce sont les territoires qui savent. On ne peut pas se contenter de changer les meubles tous les 5 ans si on veut remettre debout la maison France. Il faut déplacer les murs, repenser la structure. Alors je vous renvoie comme chaque fois à cette citation de Goethe, que j'aime beaucoup citer, mise en exergue en page d'accueil du site de Territoire, qui est presque devenue une devise pour nous. Ce serait un bonheur pour la belle France si au lieu d'un seul centre, elle en avait 10, répandant tous la lumière et la vie. Voilà, message philosophique. Alors il faut se méfier évidemment de cette comparaison récurrente avec l'Allemagne, qui est rarement à notre avantage, mais nous savons que pour beaucoup, et pas seulement en France, le pays de Goethe constitue une sorte de baromètre, d'horizon, de modèle de gouvernance, avec son système fédéral, ses coalitions qui fonctionnent, son président non exécutif, un modèle industriel évidemment, qui est une référence mondiale, modèle aussi en termes d'innovation. Selon des chiffres rapportés par l'INSEE, la dépense intérieure en recherche et développement s'élevait en France avant la crise sanitaire à environ 50 milliards d'euros par an, soit 2,2% du PIB, contre 90 milliards d'euros outre-Rhin, ce qui correspond à 2,91% du PIB allemand. Alors 2,2%, ce n'est pas beaucoup, c'est même en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, qui se situe autour de 2,4%. Alors les contrastes ne s'arrêtent pas là, parce que l'augmentation moyenne au cours des 15 dernières années atteint 2% en France contre 3,2% en Allemagne. Autre chiffre, la part de l'industrie manufacturière dans le PIB de l'économie française, 12%, qui est quasiment 2 fois plus faible que celle de l'Allemagne, 23%. Donc ce sont des disparités qui s'expliquent par des stratégies économiques différentes, bien sûr, la moindre érosion de l'outil productif de l'autre côté du Rhin, évidemment, mais aussi la lente désindustrialisation de la France depuis plusieurs décennies, contre laquelle nous n'avons pas vraiment lutté, pas suffisamment. Alors nous nous consolerons en observant l'influence indirecte que l'Allemagne exerce sur certains de nos territoires. La région voisine de l'Allemagne, la région Grand Est, est aujourd'hui celle qui attire le plus d'investissements directs étrangers, en faisant valoir sa dimension européenne, bien sûr, et l'atout transfrontalier au contact de la première puissance économique européenne, avec un objectif qui semble aujourd'hui largement partagé, mais qui n'est pas toujours assorti des mesures nécessaires, celui de réindustrialiser. Sur cette question clé, la réindustrialisation en général, et dans les zones frontalières en particulier,
nous entendrons l'une des figures les plus inspirantes, la figure la plus inspirante en France, aujourd'hui sur la question, Anaïs Voigelis, qui est docteur en géographie, consultante chez June Partners, coprésidente de l'Institut Open Diplomacy, et dont vous avez peut-être vu la remarquable interview dans Thinkerview il y a quelques semaines. Alors, nous entendrons aussi Alexandre Lavissière, professeur à Cage Business School, expert auprès de la Banque mondiale, qui nous parlera des ports, espaces transfrontaliers par excellence et vecteurs de réindustrialisation, notamment à travers les zones économiques spéciales, dont il est l'un des spécialistes. Nous conclurons cette séquence avec le témoignage de Clément Maury, coordinateur du projet transfrontalier Digimob, Industrie 4.0, au sein de l'AFPA, Agence nationale pour la formation professionnelle, projet soutenu par le Fonds européen de développement régional, la région Grand Est dont on parlait, le gouvernement luxembourgeois et la Wallonie. Alors, à l'heure de la présidence française de l'Union européenne, je le rappelais, nous allons, et pour continuer à poser les bases de la réflexion que nous allons conduire ce soir sur l'innovation dans les territoires transfrontaliers, après l'Allemagne, le Luxembourg, la Belgique, nous allons nous tourner vers l'Espagne et nous intéresser à l'action menée par l'Eurorégion qui nous lie. Nous avons la chance d'accueillir ce soir Arola Urdangarin, directrice de l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre, qui nous a fait l'amitié de venir à Paris pour prendre part à cette conférence. Et Jean Perroni, directeur général de la MOT, Mission opérationnelle transfrontalière, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler il y a quelques années déjà, quand j'étais en charge d'un projet transfrontalier, mais au Sahel, pour le Quai d'Orsay. Voilà, nous terminerons cette séquence avec le témoignage de Laurence Vignolet, vice-présidente de l'Université Savoie-Mont-Blanc, voisine de la Suisse et de l'Italie, qui va nous présenter Cadico, projet de cartographie dynamique transfrontalière, que je remercie aussi d'avoir bien voulu nous rejoindre aujourd'hui. Voilà, alors comme vous le voyez, c'est un tour de France, un des territoires frontaliers qui nous attend ce soir. Nous allons essayer de tenir les délais que nous avions fixés. Un peu dépassé, mais on verra si on arrive à raccourcir un petit peu. Donc je vais maintenant laisser la parole à celui qui nous accueille chez lui, mais qui nous a laissé les clés de sa maison, Loïc Hervé. Bonjour, monsieur le sénateur. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Je voulais, à distance et Covid oblige, puisque j'ai été testé positif, vous accueillir au Sénat, le faire grâce à la technologie moderne et vous dire combien je suis heureux à la fois d'accueillir le think tank Territoire, ses organisateurs, et à travers Vincent de Crayancourt, je voudrais remercier ceux qui ont passé beaucoup de temps à organiser la soirée d'aujourd'hui avec toutes les incertitudes de la période. Et puis vous remercier, vous tous, les personnes qui êtes physiquement présents salle Clémenceau ou qui suivez aussi par le biais de la vision ce colloque qui va nous permettre d'aborder les questions transfrontalières qui sont des questions majeures. Et je le dis évidemment à la fois comme sénateur avec certains collègues que je vois connectés et que je salue, députés, sénateurs. Mais c'est vrai que le Sénat porte une attention toute particulière à ce qui se passe dans les territoires, y compris les territoires transfrontaliers. Et donc, c'était important de démarrer l'année 2022, qui est une année assez particulière dans notre vie politique, sur ce sujet-là. Vous êtes salle Clémenceau. La salle Clémenceau, elle a servi au début du mandat du président de la République, Emmanuel Macron, à un grand événement le 17 juillet 2017, quelques semaines après son élection, qui a été la Conférence nationale des territoires. Vous savez que dans sa campagne, le président de la République, qui venait d'être élu, a expliqué devant les grands élus qu'il ne souhaitait pas de Big Bang territorial. Et puis, dans le mandat, vous savez ce qui est arrivé. Il y a eu la crise des Gilets jaunes, il y a eu une nécessité, une volonté de voir la question territoriale être remise sur le métier législatif. Ça a été le cas avec deux textes et une ambition. Deux textes, le premier avant les municipales, engagement et proximité, pour corriger des irritants de la loi NOTRe, qui avait été une loi du mandat de François Hollande, et puis un autre texte qui est actuellement en cours de discussion à l'Assemblée nationale, qui s'appelle le texte 3DS ou 4D, qui est un texte qui veut porter les éléments de différenciation. Si je prends ce temps de recadrage à la fois temporel dans le mandat présidentiel et aussi dans le travail législatif, c'est qu'en fait, si on regarde la question transfrontalière, évidemment, la question du rapport entre travail transfrontalier et géographie, ça suppose, dans notre droit,
que nous ayons droit à une plus grande différenciation. Et j'y reviendrai avec des exemples concrets, notamment dans mon département de la Haute-Savoie. Et ça, c'est l'élément le plus important. Le texte est en fin de discussion parlementaire. On attend une commission mixte paritaire pour savoir si ces évolutions-là seront dans le marbre de la loi. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'à l'échéance de ce dernier mandat, le dernier mandat qui vient de s'écouler, aucune modification constitutionnelle n'aura permis de mettre le terme différenciation dans la Constitution. Or, la France, État unitaire par excellence, a énormément de mal à admettre une forme de jardin à l'anglaise où on va s'adapter en fonction de la géographie et des mœurs locales. Et la coopération transfrontalière, elle est basée géographiquement et de manière institutionnelle sur des équilibres qui sont des équilibres souvent très locaux. Je prends un exemple très concret. Je vois que mes collègues Cyril Pellevat et Marion Laine notamment sont connectés. Ils savent très bien de quoi je parle, mais c'est un sujet. La crise Covid a fait réapparaître les frontières. Et il a fallu trouver des solutions, par exemple dans le domaine du télétravail, pour que quand des règles sont appliquées dans un État en plus, qui n'est pas un État de l'Union européenne, qui est la Suisse, eh bien, ceux qui habitent dans le bassin transfrontalier français, dans l'Ain, en Haute-Savoie, aient une possibilité d'avoir des règles qui sont adaptées. Ce sont des règles qui devraient être du cousu humain local. Eh bien, c'est aujourd'hui, dans notre monde, ce type de problèmes qui sont des problèmes du quotidien sont gérés comme des problèmes diplomatiques entre les deux capitales, c'est-à-dire entre Berne et Paris. C'est vous dire la difficulté quand on est attaché et on est très nombreux, je vois les noms des gens qui sont connectés, au principe de subsidiarité, à la capacité à répondre au plus près du terrain, cette question-là, elle est centrale. Et donc, pour pouvoir avoir un modèle de coopération transfrontalière beaucoup plus souple, beaucoup plus près des réalités, il faut qu'on arrive dans notre pays à avoir une capacité de décentraliser la coopération transfrontalière, notamment aux collectivités locales, ou alors à des représentations de l'État qui sont beaucoup plus près. Parce qu'on raisonne toujours, et je sais qu'il y a des étrangers qui sont connectés, et je les salue bien sûr, mais nous regardons toujours le monde par nos yeux de Français. Et l'organisation territoriale n'est pas du tout la même de l'autre côté de la frontière. La Haute-Savoie, un département de 850 000 habitants qui a deux pays voisins, d'abord la Suisse et ensuite l'Italie. Et dans ces deux cas de figure, la Suisse n'étant pas membre de l'Union européenne, ces trois cantons qui sont suisses, qui sont nos voisins directs, ces cantons-là ont ce ne sont pas des collectivités territoriales comme nous les entendons nous-mêmes, ce sont des États qui ont des capacités politiques de décider. Et donc, quand le canton de Genève discute avec ses voisins, en France, son interlocuteur normal, logique, juridique, c'est le préfet de région. Alors que les interlocuteurs de terrain devraient être le président du conseil régional et surtout les élus locaux. Je pense au niveau départemental, mais je pense surtout au niveau intercommunal. Nous avons créé en Haute-Savoie et dans l'Ain un organisme de coopération qui s'appelle l'ARC Genevois, le Grand Genève, qui permet de faire travailler de part et d'autre Français et Suisses dans leurs différences, et notamment des différences institutionnelles. Et ça, c'est sûr que pour l'avenir, je connais moins la frontière, pour tout vous dire, je connais beaucoup moins la frontière franco-espagnole ou andorrane, mais par contre, pour bien connaître la question de la Lotharingie, c'est-à-dire de cette colonne vertébrale de l'Europe qui part de la mer du Nord pour aller jusqu'en Adriatique, cette colonne vertébrale, elle est constituée de tout un tas d'organisations de pays qui sont structurés différemment de part et d'autre de la frontière avec des cultures différentes. Mais c'est dans cette dorsale économique-là qu'il faudra avancer parce que c'est là que sont l'essentiel des moyens de production. Ça, c'est très important. Et puis aussi, en termes de richesse économique et de croissance, ce sont des territoires qui sont extrêmement dynamiques. Si vous prenez du Danemark jusqu'à la Lombardie ou à Gênes, tout un tas de territoires qui sont très dynamiques et qui peuvent être à très fort enjeu pour leur. Alors, les élus locaux sont pleins d'idées, ils essayent de faire fonctionner les choses, mais nous avons encore besoin d'aller plus loin. Et si il y a un nouveau mandat présidentiel, quel que soit le président
que les Français choisiront, il est très nécessaire d'inscrire au cœur des sujets territoriaux et des sujets notamment de décentralisation cette question-là de la coopération transfrontalière. Et je vous remercie vraiment de nous aider, et je le dis de très sincèrement, cher Vincent, avec votre think tank, de nous aider à nourrir le travail parlementaire de réflexion de gens qui sont à la fois des universitaires, des gens du monde économique, des élus. Je sais que c'est Jean-Christophe Fromentin, mon ami Jean-Christophe Fromentin qui parlera après moi, mais c'est très important qu'on ait cette réflexion stratégique, si possible de long terme. Le problème, vous savez, c'est qu'en France, nos mandats sont raccourcis. Le mandat présidentiel, c'est 5 ans et on ne peut pas faire grand-chose dans 5 ans. Mais si on devait mettre au cœur de la décentralisation un sujet, cette différenciation qui permettra des coopérations transfrontalières beaucoup plus fortes, me paraît quelque chose d'absolument essentiel. Et en vous disant cela, et en vous remerciant encore d'être venu jusqu'à la Haute Assemblée pour tenir ce colloque, je vous rends l'antenne, cher Vincent. Merci Loïc, merci Monsieur le Sénateur pour cette intervention et merci encore de ton accueil dans cette très belle salle. Alors tu as annoncé Jean-Christophe Fromentin. Donc, je vais donc lui laisser la parole et juste un mot pour te dire que Jean Perroni, qui prend la parole tout à l'heure, va parler aussi de ton implication dans la loi 3DS et je pense qu'il a été très sensible aux efforts que tu as fait dans ce contexte. Voilà, mais il en parlera tout à l'heure. Jean-Christophe, c'est à toi. Très bien, merci. Heureux de te saluer, cher Loïc, et je sais que tu es un défenseur de terrain et également politique de la cause territoriale. Et tu évoquais à raison tout à l'heure ce Big Bang qui était une espérance ou une promesse de la mandature et qui n'a pas eu lieu. Et tu as raison, bien entendu, la loi 3DS n'est pas à la hauteur des attentes et des perspectives qu'on pourrait espérer. Pour autant, j'ai l'impression que le Big Bang territorial, il est en train de se faire par les Français. Et c'est sans doute une des nouveautés qu'à la fois la crise Covid et la crise des Gilets jaunes a révélé. Il y a une attente de territoire extrêmement forte. Et je crois que le politique sera obligé de suivre et d'enclencher. Parce que quand on voit dans les études d'opinion qui sont constantes depuis maintenant 2 ou 3 ans que 80% des Français rêvent de villes moyennes, d'espace, voire de territoires ruraux, ils rêvent de nature, ils rêvent d'oxygène, le politique ne pourra pas persister dans un modèle de concentration urbaine qui a, à mon avis, atteint la fin de son cycle. Et dans mes travaux, j'avais sorti un livre il y a 3 ans qui s'appelait « Travailler là où nous voulons vivre », où je tentais de démontrer que finalement, le modèle de concentration urbaine, c'est d'abord un modèle économique qui est lié aux contingences de la révolution industrielle et que la promesse en réseau de la révolution numérique va redonner cette liberté finalement de se distribuer là où sont les réseaux et d'avoir accès, quel que soit l'endroit où on vit, aux facilités qu'imposait le modèle de concentration de la révolution industrielle. Donc on est vraiment, je pense, au démarrage d'un cycle distribué. Et j'avais eu l'occasion de faire un tour du monde il y a 3 ans dans une quinzaine de pays pour confronter un peu ce regard modèle concentré versus modèle distribué. Et je voyais que partout, les travaux dans ce sens-là démontraient qu'il y aurait véritablement un Big Bang territorial, une redistribution probablement des populations là où elles souhaitent vivre, avec cet effet de décentrement que permettent les technologies. Et on le voit en France, beaucoup choisissent de vivre là où ils rêvaient ou là où ils ont choisi de poser leurs valises, tout en organisant, alors plus ou moins bien, plus ou moins facilement, mais une continuité dans leur travail. Alors le sujet transfrontalier, il est un laboratoire intéressant de ce point de vue-là. D'abord parce qu'effectivement, comme ça a été dit, la plupart des régions avec lesquelles on cohabite, que ce soit en Belgique ou en Suisse, en Allemagne, en Italie et même en Espagne, sont des régions qui ont plus de pouvoir et plus de capacité que les régions françaises. Donc, elles tirent, en quelque sorte, elles interpellent notre modèle pour les emmener vers plus d'autonomie, plus de décision, plus d'initiative. On évoquait le modèle allemand tout à l'heure. Le modèle allemand, moi j'ai vécu quelques années à Strasbourg, donc je l'ai pratiqué à la fois dans les programmes Interreg et dans
un certain nombre de sujets convergents liés à l'industrie, au tourisme et aux mobilités résidentielles transfrontalières. On voyait bien que tous les dossiers qui étaient mis sur la table entre la France et l'Allemagne, entre l'Alsace ou le Bas-Rhin, le Haut-Rhin et les régions frontalières, étaient tirés par les Allemands qui avaient à la fois une capacité de décision plus rapide, plus profonde, mais également par le truchement des Sparkasse, des caisses d'épargne allemandes qui drainent beaucoup d'épargne et beaucoup de capitaux, une capacité à investir qui était bien supérieure à celle de nos banques françaises et même de nos banques mutualistes qui gardent, je crois, pour 50 ou 60% l'épargne dans leur région d'intervention. Mais ça n'a rien à voir avec la puissance des Sparkasse allemandes qui ont le temps pour elles et qui, dans le financement de projets régionaux, dans le projet des Länder, ont finalement cette patience de l'épargne, cette patience du temps long qui permettait l'éclosion de projets industriels. Donc on a véritablement, je pense, une perspective de décentralisation qui va arriver. Je suis plutôt optimiste parce que je crois que la manière dont les Français aspirent à vivre va amener le politique à s'interroger véritablement sur les enjeux. Et dans quelques semaines, dans le cadre du mouvement politique que j'anime, qui s'appelle Territoire en Mouvement, on va faire une série de propositions sur des réformes territoriales assez audacieuses pour permettre d'enclencher une véritable décentralisation, à la fois politique, géographique, économique. Je pense que cette perspective, on n'aura pas le choix de la mener pour plusieurs raisons, des raisons sociales ou sociétales, celles que j'évoquais. L'aspiration des gens et des Français à vivre là où ils rêvent de vivre est de plus en plus forte. Et rien ne résiste à ça. Même la carence d'infrastructures fait que certains s'installent dans des régions un peu improbables. J'étais il y a quelques semaines pendant une journée avec le maire de Saint-Dizier. Saint-Dizier, c'est véritablement dans la diagonale du vide, là où l'exode a été le plus violent, où la désindustrialisation a été la plus dure. Et même à Saint-Dizier, en pleine diagonale du vide, on voit arriver des nouveaux habitants. On voit arriver des gens qui viennent des grandes villes et qui aspirent à de l'espace, à une maison et à un environnement extrêmement premium. Donc on voit bien que le phénomène social et sociétal va finalement être extrêmement prégnant dans les décisions politiques. Le deuxième phénomène, il est environnemental. C'est-à-dire que nos grandes villes sont sans doute les principales contributrices aux îlots de chaleur et on a beaucoup de mal à finalement maîtriser cette dérive environnementale dans les grandes villes. Et pour autant, un modèle plus distribué est un modèle à la fois d'expérimentation et un modèle sur lequel on neutralise en partie ce risque des îlots de chaleur. Et puis, c'est un sujet économique. Je m'avancerai pas beaucoup, puisque quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur ces sujets et qui l'évoquera plus largement. Mais il se trouve que quand j'étais parlementaire, j'avais animé une mission sur l'évolution de la balance commerciale. Et ce qu'on avait vu et ce qu'on a revu récemment par une analyse assez fine des derniers chiffres de Rexecode, c'est que finalement la France est sous-investie là où elle a des avantages comparatifs et elle est surinvestie là où elle est finalement sur des terrains plus standardisés. C'est un peu le risque de la Startup Nation, c'est-à-dire d'aller sur des technologies sur lesquelles on rivalise très directement avec les États-Unis ou la Chine, par exemple, et de pas assez investi sur des sujets sur lesquels nos avantages comparatifs sont extrêmement forts et extrêmement intéressants. Et donc, il faut être extrêmement vigilant là-dessus, parce que si on sous-investit là où la France a des avantages comparatifs, une histoire, un héritage et une forme d'attractivité très forte dans la mondialisation, elle va finalement courir après une forme de chimère technologique derrière des géants et en perdre finalement une partie de sa raison d'être et une partie de ce qui a fait l'histoire de son économie. Et quand on regarde bien la révolution industrielle, c'est finalement l'effet de levier de la machine sur la diversité des avantages comparatifs de la France. La révolution industrielle, elle a mis la machine sur des traditions gastronomiques et agricoles, et elle en a fait une industrie agroalimentaire. La révolution industrielle, elle a mis la machine sur de l'artisanat d'art, elle en a fait une filière du luxe. La révolution industrielle, elle a mis la machine sur un certain nombre de mobilités nécessaires entre les bourgs, les villes moyennes et les grandes villes, et elle en a fait des vecteurs très performants en termes de mobilité. Donc ne perdons pas de vue que finalement notre diversité culturelle
et nos avantages comparatifs sont un véritable terreau de compétitivité. Et de ce point de vue, moi j'ai le souvenir, quand j'étais à Strasbourg, vous voyez, des dialogues entre les acteurs de la forêt noire côté allemand et des Vosges côté français, et combien finalement la mise en commun de moyens marketing ou de moyens de communication, de moyens de promotion était un levier pour ces deux secteurs, ces deux pans de la frontière qui partageaient tous un avantage comparatif, ce sont une géographie particulière. Et pour terminer, on évoquait, ou quelqu'un évoquait tout à l'heure, ou quelqu'un parlera là aussi de l'enjeu des ports, des grands ports maritimes. Il se trouve là aussi que dans mes prérogatives parlementaires, je rapportais pour les grands ports maritimes. Et j'avais fait plusieurs déplacements en Europe, notamment, je me rappelle d'un déplacement à Rotterdam avec le patron du port de Rotterdam, et on évoquait un peu la vision sur l'Interland du port de Rotterdam. Il me disait, on a une vision à 50 ans. C'est-à-dire que nos documents sont construits sur une perspective de 50 ans. Et quand je faisais le tour des grands ports maritimes français et de la vision, de la stratégie qu'ils avaient sur leur Hinterland, elle était quasiment à zéro. C'est-à-dire qu'il n'y avait quasiment pas de vision, et même de la part de certains ports, un combat qu'ils menaient tout seuls pour garder des lignes de chemin de fer et un certain nombre de possibilités de sortir les containers, en particulier de leur zone d'entreposage. Et je m'interrogeais vraiment, vous voyez, sur pourquoi l'Europe, sur un sujet comme celui-là, n'a pas une vision européenne de nos grands ports maritimes, de l'Hinterland, parce qu'effectivement, le premier port de la région Île-de-France, c'est plutôt Rotterdam que Le Havre. Alors, on peut le regretter, mais on pourrait aussi s'interroger sur quel avenir stratégique pour le port de Dunkerque ou le port du Havre, et quelle contribution, quelle valeur ajoutée on peut conserver avec le port de Rotterdam ou d'Anvers. Et ce sujet, il est vrai pour toutes les régions. Le port de Gênes, le port de Barcelone et d'autres ports ont comme ça une prégnance sur nos territoires, bon, qu'on peut regretter parce qu'on aurait préféré, bien entendu, que ces parts de marché soient conservées pour nos grands ports maritimes, mais qu'on peut aussi projeter dans une vision plus européenne de qui peut faire quoi le mieux possible et avoir ce maillage de l'Hinterland des grands ports maritimes européens de telle manière à construire une perspective commune. Je ne parle pas des pavillons qui sont toujours pas non plus cohérents et qui créent des dissymétries de compétitivité. Voilà, donc pour terminer, je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ces frontières, ces zones transfrontalières, elles sont à la fois des locomotives pour certaines de nos régions, elles les tirent, elles sont des zones d'expérimentation, elles sont aussi des zones d'apprentissage. Quand on vit dans une région transfrontalière, enfin, tous ceux qui y vivent l'ont constaté, eh ben, on a forcément un sujet linguistique, on a un sujet culturel, d'ouverture qu'on est obligé d'avoir, parce qu'autrement on est reclus dans son petit territoire. Et donc, on a finalement cet espace aussi, cette courbe d'apprentissage qui fait que sur le sujet culturel, sociétal, économique, on est tiré par une réalité qui est celle de la globalisation, qui est celle du monde, mais que ces petites zones transfrontalières permettent voilà, de pratiquer et peut-être, et on le voit souvent d'ailleurs, de continuer plus loin à travers le monde. Merci beaucoup Jean-Christophe pour ces témoignages. Merci Loïc. Alors j'avais oublié de mentionner qu'il était ouvert à la possibilité de poser des questions en ligne. Donc je vais laisser cet espace au terme de chacun des trois piliers de la conférence. Là on vient d'achever la séquence décentralisation. Donc il y a plusieurs questions. Je vais me limiter à deux. Une question qui s'adresse à tous les deux. Loïc, Jean-Christophe, on vous demande de citer une mesure exemplaire, une mesure phare que vous souhaiteriez pousser pour les élections présidentielles. Voilà. Loïc, est-ce que tu veux commencer ? De but en blanc comme ça, une mesure phare. On a souvent parlé dans les différents textes législatifs que j'ai évoqués et que Jean-Christophe a évoqué aussi, de la capacité de nouveaux transferts aux collectivités territoriales, de le faire sous forme expérimentale et de manière différenciée d'une région à l'autre. Moi, je confierais assez volontiers un certain nombre de prérogatives à des élus territoriaux pour essayer de voir, par exemple, dans un domaine comme celui de la question de l'emploi. Vous savez que l'attractivité de l'agglomération genevoise sur son arrière-pays
agglomération genevoise qui est en Suisse et l'arrière-pays qui est essentiellement en France, fait que la question, par exemple, de l'emploi est aujourd'hui une question totalement partagée au niveau français entre les différents échelons de collectivité. Et il s'agirait, dans des territoires comme celui-là, d'avoir non pas un chef de file, mais une seule collectivité capable de prendre les décisions les plus importantes. Je vais juste vous suggérer une chose qui me paraît importante, puisque le sujet vient de tomber pendant qu'on discutait. Le franc suisse et l'euro sont quasiment à parité. La Suisse romande envisage de créer 120 000 emplois dans les 10 ans qui viennent. Ces deux informations cumulées, elles auront un impact considérable sur le territoire dans lequel moi-même je vis. Et donc, si nous n'avons pas une capacité de décision extrêmement forte, extrêmement puissante, extrêmement décentralisée, mais que le pouvoir soit bien dans les mains d'une collectivité bien identifiée, alors nous risquons de passer vraiment à côté de tout cela. Je pourrais l'avoir de la même manière sur les transports. Nous, la région Auvergne-Rhône-Alpes est compétente en matière de transport. Vous imaginez que vous ne pouvez pas aborder de manière sereine les transports de l'agglomération genevoise et ses conséquences sur l'arrière-pays en France depuis Lyon. La nouvelle centralisation ne doit pas être à l'échelle de la capitale régionale. Il faut bien donc avoir des capacités aussi dans le territoire régional, d'avoir des capacités de délégation de compétences. Et moi vraiment, c'est ce que je voudrais pousser à l'occasion de la présidentielle, ça a une capacité d'avoir un jardin beaucoup plus à l'anglaise. Alors, c'est pas une allusion à quoi que ce soit, mais qu'un jardin à la française, comme nous les aimons bien, c'est-à-dire avec des arbustes bien taillés. On a une capacité vraiment de s'adapter, et notamment sur nos marches, c'est-à-dire que sur tous ces territoires frontaliers, qu'on puisse avoir des capacités de transfert de compétences vers des territoires d'hyper-proximité. Merci Loïc. Jean-Christophe ? Moi, ça prolongera un peu ce que dit Loïc. Dans les travaux qu'on a faits, dans les études qu'on a observées, on voit qu'il y a finalement deux éléments qui fabriquent un territoire et qui rendent un territoire son attractivité. Pour les Français, il s'agit d'être à moins de 20 minutes, un quart d'heure d'une ville moyenne, qui a un bouquet de services en matière de santé, d'éducation, de services privés divers et variés, relativement forts et pérennes. Et pour moi, il est essentiel de stabiliser un réseau de 350 à 400 villes moyennes dans lequel l'État assure qu'elle va maintenir des services publics. J'ai juste cité une anecdote. Au moment des Gilets jaunes, j'étais dans une petite ville, passé une journée sur un rond-point, et il y a quelqu'un qui m'a dit en partant, il m'a dit, vous voyez, j'ai de quoi acheter la maison dont je rêve dans cette petite ville, mais je ne le ferai pas, je préfère acheter un studio à Paris. Et je lui dis, mais pourquoi ? Il me dit, parce que personne ne me dit si la gare, si l'hôpital et si le lycée ont un avenir dans cette ville. Comment voulez-vous que je mette mon épargne dans une ville où il y a une telle instabilité territoriale sur les équipements publics? Et quand vous avez compris ça, vous voyez combien finalement beaucoup de gens hésitent à investir, des maires pour des équipements publics, des particuliers pour acheter leur résidence, des entrepreneurs pour stabiliser une PME ou acheter une machine, parce qu'on ne sait pas si, dans ces villes moyennes, la gare, le lycée, l'hôpital, la maternité, ça a été beaucoup mis en avant au moment des Gilets jaunes, seront pérennes. Donc moi, je plaide pour une stabilité, une stabilisation d'un réseau de villes moyennes et également pour une stabilisation d'un réseau de métropoles, puisqu'on voit bien aussi que quand on est à plus d'une heure et demie d'une métropole connectée au monde, une vraie métropole, et bien à ce moment-là, la ville moyenne a des difficultés. Et donc cette double trame, ce double pivot, ville moyenne et métropole, il faut absolument le stabiliser dans une ambition d'aménagement du territoire, de telle manière à rassurer ceux qui veulent s'y installer, ceux qui veulent y investir, sur la pérennité de cette construction. Merci beaucoup, très clair. Il y a une autre question, mais que je vais renvoyer à l'intervention d'Alexandre Lavissière, parce qu'elle concerne les zones franches dans les territoires transfrontaliers. Donc je pense qu'on va remettre cette question au pilier suivant. Merci beaucoup, Monsieur le Sénateur, cher Loïc. Merci, Jean-Christophe, pour vos interventions. Nous allons passer au pilier suivant, le pilier de la réindustrialisation. Et nous allons écouter Anaïs Voigilis maintenant. Voilà. Merci Anaïs. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Merci beaucoup pour votre intervention, votre invitation à intervenir ce soir. On est le 3 janvier, je sens que ça va être un peu difficile de m'exprimer. Les fêtes ne sont pas si loin que ça.
En termes de réindustrialisation, on constate que depuis le début de la pandémie, depuis mars 2020, jamais l'industrie a été autant sur le devant de la scène dans le débat public en France. Il n'a jamais été autant question d'industrie, de réindustrialisation, de relocalisation. Le plan de relance donne une grande place à l'industrie, tout comme un certain nombre d'autres mesures de soutien, soit sectorielles, soit plus généralistes comme le PGE ou les mesures de chômage partiel qui ont contribué à soutenir le tissu industriel. Et puis, il y a eu l'annonce de France 2030, qui est un plan de 30 milliards qui a pour but de définir les secteurs industriels de demain et donc de soutenir une réindustrialisation durable. Cette pandémie, elle a fait prendre une conscience d'une double dépendance de la France, à la fois une dépendance productive qui avait été pourtant largement documentée par le passé, soit par des rapports réalisés par le Sénat ou l'Assemblée nationale, notamment sur des domaines très précis comme le domaine de la pharmacie, soit sur les faiblesses du tissu productif français, comme l'avait fait le rapport Louis Gallois, mais aussi une dépendance numérique. Il faut bien avoir conscience que tous les outils que nous avons utilisés pendant la gestion de cette crise n'étaient pas des outils ni français ni européens, mais bien souvent des outils américains, voire d'autres nationalités. Or, quand on parle de réindustrialisation, on parle souvent de développer des outils numériques dans les usines, et ça sous-entend bien des questions de ne pas retomber dans une dépendance, c'est-à-dire passer d'une dépendance qui ne serait plus productive parce que nous aurions nos usines sur le territoire, à une dépendance de la data ou d'un certain nombre d'autres solutions qui ne seraient pas des solutions françaises ou européennes. Donc, comme je disais, dans le débat de la présidentielle, l'industrie est en train d'occuper une place importante. Pas un seul candidat n'a pas parlé d'industrie et de son plan pour réindustrialiser la France, ce qui, après plusieurs décennies de désindustrialisation, où la France a tourné le dos à ses usines, mais aussi aux gens qui travaillaient dans les usines, avec l'abandon en fait d'une stratégie industrielle. On a maintenu des politiques industrielles, mais on n'avait plus de grandes ambitions, plus de stratégie, c'est-à-dire on n'avait plus un cap en se disant où est-ce qu'on veut aller en termes industriels. On revient là-dessus, ce qui est un aspect symbolique assez fort. On semble prêt à vouloir redonner une place positive à l'industrie dans notre imaginaire. Le problème, c'est qu'on ne revient pas sur 40 ans de désindustrialisation en une année ou en quelques milliards d'euros, parce qu'on a des fragilités très fortes dans le tissu productif français qui sont liées à la fois à un sous-investissement chronique dans nos usines ces dernières décennies, qu'on peut lire à travers le faible taux de robotisation, mais qu'on peut voir par rapport à l'âge moyen du parc machine français, un sous-investissement dans les compétences, et on est en train de le voir, puisque la réindustrialisation de la France pourrait être obérée par la capacité à recruter des personnes aux postes clés dans l'industrie, à la fois sur les métiers historiques de l'industrie, mais aussi sur les compétences dont on aura besoin dans des sites toujours plus automatisés, et un sous-investissement dans la recherche et le développement, et dans l'innovation. Alors l'innovation, il y a 7 types d'innovation. Je renvoie une étude que BPI a fait sur ce sujet. En Allemagne, on a tendance à parler de la perfection du banal, c'est-à-dire Mercedes ne mise pas sur des innovations de rupture, mais bien sur arriver à toujours améliorer la qualité de ses produits. Et en France, on a un faible lien entre la recherche fondamentale et le monde des entreprises. Et globalement, ça se traduit par une plus faible poids de la R&D en termes de PIB. On est aux alentours de 2,2%, quand la stratégie européenne de Lisbonne, c'est 3%, et que nos principaux concurrents européens, que sont notamment l'Allemagne, ou concurrents plus lointains comme la Corée du Sud et d'autres, sont à plus de 3% de points de PIB en termes de R&D. Donc la France, ça a été le pays aujourd'hui le plus désindustrialisé de la zone euro. Il faut bien en avoir conscience pour savoir d'où on part. Alors après, on peut toujours s'amuser à tordre la définition de l'industrie. Est-ce qu'on parle juste d'industrie manufacturière? Est-ce qu'on a une conception élargie de l'industrie? Est-ce qu'on ajoute tous les services à l'industrie? On peut tordre comme on veut. Il est évident que si on a une vision plus large de l'industrie, on n'est plus sur 12% de PIB, mais plutôt peut-être sur 18%. Mais si on fait le même calcul pour les autres, on se rend compte quand même qu'on reste le pays où la part industrielle est la plus faible de la zone euro. Réindustrialiser, ça répond à 3 enjeux. Premièrement, c'est une question de souveraineté, c'est réduire nos dépendances dans un contexte géopolitique sensible, c'est passer d'un système de dépendance subie à un système de dépendance choisi, parce que nous ne serons jamais totalement indépendants. La crise des semi-conducteurs nous montre qu'une indépendance totale est impossible. L'enjeu, c'est de choisir nos dépendances, choisir auprès de qui on crée de la codépendance, parce que c'est aussi un des enjeux, et quels sont les points sur lesquels on ne souhaite pas investir, parce qu'on sait que le combat est perdu d'avance.
C'est un enjeu de cohésion sociale et territoriale, puisque l'industrie est le seul secteur qui est capable de créer des emplois indirects de manière assez conséquente, en tout cas beaucoup plus que dans le secteur des services. On considère en général qu'un emploi industriel direct génère 2 à 3 emplois indirects, c'est-à-dire dans l'ensemble de l'écosystème industriel, et c'est aussi les emplois induits, puisqu'en général, les usines vont se positionner plutôt dans des villes petites et moyennes, même si on a aussi des activités industrielles dans les grandes métropoles, et ça recrée tout un dynamisme autour de l'usine. Et c'est aussi un enjeu environnemental, puisque nous sommes dans une situation climatique très complexe, qui nécessite un effort de sobriété, mais aussi de repenser l'ensemble de nos manières de produire et de consommer. Et la réindustrialisation est un levier pour réduire l'empreinte carbone, mais aussi avoir une meilleure maîtrise des conséquences sur la biodiversité et l'environnement de nos moyens de production, puisque nous avons des standards environnementaux et aussi sociaux bien plus élevés en France et en Europe que dans le reste du monde. Pour réindustrialiser, il y a des mutations nécessaires de notre industrie, à la fois sur le plan numérique, donc c'est la numérisation de nos usines, sur le plan environnemental, c'est la décarbonation de nos industries, je le disais, mais c'est aussi tout ce qui va toucher à la biodiversité et à une réflexion sur la manière dont on conçoit les produits. Avoir une réflexion sur le cycle de vie du produit et sur la chaîne de valeur. Ce n'est pas parce qu'on décarbone une unité de production que le bilan environnemental du produit fini sera bon. Si l'amont et l'aval ne sont pas maîtrisés parce que pas produits sur le territoire français ou parce qu'on n'impose pas les mêmes normes à ses fournisseurs qu'on se les impose à soi, il y a quand même quelque chose de vœu pieux. Il faut se dire que quand on vous dit qu'une usine est décarbonée, un produit est décarboné, c'est souvent l'usine qui est décarbonée. C'est impossible d'être neutre en carbone. Même la production de tomates ne peut pas être neutre en carbone. Il y aura toujours un impact environnemental. L'enjeu, c'est de le réduire et pas forcément de le compenser, puisque la compensation, finalement, c'est toujours vous détruisez à un autre point. Vous avez détruit quelque chose, vous le compensez, mais vous avez quand même un solde qui reste négatif à un moment. Il faut aussi avoir une réflexion sur le business model des entreprises face à la transformation de la concurrence mondiale. Donc, tout à l'heure parlé des avantages comparatifs, et je crois qu'il y a un vrai nœud dans la question des avantages comparatifs. L'enjeu n'est pas, aujourd'hui on est beaucoup dans une logique de relocaliser, mais de relocaliser des activités d'assemblage. Les batteries pour véhicules électriques, ce sont des activités d'assemblage sur le territoire national, puisqu'on fait venir des composants du monde entier qu'on assemble en France. L'enjeu est donc d'arriver à recréer des filières et donc remaîtriser la chaîne de valeur, totalement ou partiellement, sur le territoire français. Et pour ça, il faut repartir de nos avantages comparatifs. Si je reprends l'exemple de l'industrie des semi-conducteurs, je ne sais pas si l'enjeu est de recréer des fonderies sur le territoire européen au regard du coût d'une usine et de la bataille qu'il y a sur la miniaturisation des semi-conducteurs et aussi l'enjeu des marchés européens qui sont plutôt sur des les semi-conducteurs les plus gros, on va dire, et pas forcément les semi-conducteurs de 5 nanomètres ou moins. Mais on sait qu'en Europe, on maîtrise des points clés de la chaîne de valeur des semi-conducteurs que ne maîtrise pas, par exemple, la Chine. On a des acteurs mondiaux qui sont capables d'approvisionner l'ensemble des fonderies. Et en prenant en compte ces points clés, nous sommes capables de verrouiller certains points de la chaîne de valeur et donc d'avoir un rapport de force à l'échelle internationale. C'est aussi être capable de penser l'industrie au-delà des usines. Parce qu'une fois qu'on a une usine, on n'a finalement pas tant de choses que ça. C'est penser les infrastructures. Quand on vous parle de décarboner les productions industrielles, ça passe aussi beaucoup par la question de l'usage de l'hydrogène. Or, l'hydrogène, il faut être capable de l'approvisionner dans les usines. Il faut être capable de le produire à proximité et ensuite de l'amener dans les usines. Donc, ça pose une question d'infrastructure. Ça pose aussi, si on raisonne en termes de mobilité, eh bien, développer des infrastructures pour recharger les véhicules électriques. Un des ratés du tournant du véhicule électrique, c'est aussi parce qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la question, mais si j'achète un véhicule électrique, est-ce que je suis sûre de pouvoir le recharger quand je vais me déplacer? Et la même question pourrait se poser avec l'hydrogène. C'est aussi des infrastructures en termes de fret, c'est-à-dire plus on va avoir d'usines sur le territoire, plus on va avoir de mouvements en amont et en aval de la chaîne de production. Comment on les fait? L'objectif de décarbonation serait aussi de réfléchir au fret ferroviaire qui est insuffisamment développé en France. C'est aussi des questions d'énergie. À partir du moment où vous parlez d'utiliser l'hydrogène en masse, d'utiliser l'électricité en masse, il faut avoir la capacité de produire l'électricité en fonction de nos besoins, même si l'amélioration des performances font que
fait qu'on on va pouvoir peut-être réduire certaines consommations, mais on a une réflexion à avoir sur l'énergie, on a une réflexion à avoir sur les compétences, et il y a aussi toujours une réflexion sur l'environnement. Comment est-ce qu'on s'assure que nos politiques industrielles sont bien compatibles avec nos ambitions environnementales? Comment est-ce qu'on lie la stratégie nationale bas carbone avec les politiques industrielles, et comment on s'assure que globalement nos différents objectifs ne s'entrechoquent pas? Ce qui oblige à avoir donc une pensée globale en écosystème. Enfin, la dernière chose, va y avoir un enjeu une capacité à coopérer. Coopérer, c'est à la fois avec les entreprises de son écosystème, parfois ses concurrents. Comment on coopère pour aller réfléchir à du co-investissement, co-investir dans des usines pour, par exemple, rapatrier certains approvisionnements ou développer de nouveaux produits. C'est comment est-ce qu'on arrive à partager des compétences clés. Les PME, tissu productif français, c'est essentiellement des PME. Il y a quelques grands groupes, quelques ETI, moins d'ETI qu'en Allemagne ou en Italie, et beaucoup de PME, 95% du tissu productif à peu près. Comment est-ce que ces PME peuvent travailler ensemble pour avoir une meilleure GPEC, de meilleures compétences sur les fonctions support, que ce soit la finance, que ce soit la gestion des ressources humaines? Comment est-ce qu'elles peuvent aller chercher des compétences clés? Par exemple, une PME n'a pas forcément besoin, elle toute seule, d'un régleur machine, mais peut-être que ses voisines ont un besoin similaire, et donc il y a un intérêt à partager certains salariés. C'est aussi arriver à sortir des schémas classiques en travaillant avec d'autres secteurs que son secteur clé, enfin de prédilection plutôt. C'est arriver à aller travailler avec des universités et le monde académique qui avoir un pied à l'université, un pied un peu dans le monde de l'entreprise. C'est deux mondes qui se regardent en chien de faïence en permanence et qui n'arrivent pas à communiquer ensemble. Les universités, en le disant de manière un peu caricaturale, voyant d'un très mauvais œil le monde de l'entreprise, et le monde de l'entreprise regardant l'université comme quelque chose qu'il ne comprend pas et dont il ne voit pas forcément l'utilité. Et pourtant, il y aurait des coopérations inventées, c'est de travailler avec des start-up, en tout cas c'est s'enrichir des différentes compétences qui existent dans le pays en surmontant les blocages culturels et les représentations négatives qu'on peut avoir sur les autres. Et puis c'est aussi coopérer avec d'autres pays, ce qui est très difficile dans le cadre européen, on le voit bien, il y a souvent des rivalités entre les États membres, et c'est aussi coopérer avec des régions. Et souvent, la coopération régionale est plus efficace que la coopération interétatique, sûrement grâce à la décentralisation dont Vincent parle régulièrement. En tout cas, la réindustrialisation, elle va être complexe, on le sait. Il y a toute une réflexion à avoir sur l'industrie qu'on veut, les dépendances qu'on veut créer, mais renforcer l'industrie sur le territoire français, c'est se donner les moyens de relever les défis du XXIe siècle, dont le premier est la lutte contre le réchauffement climatique, et c'est se donner les moyens de dessiner collectivement le nouveau chemin qu'on va emprunter, puisque l'industrie, je le rappelle souvent, reste un pilier d'un projet de société, et il est toujours une bonne idée de définir le projet de société, là où on veut aller, et en fonction de cela, on définira l'industrie dont on a besoin, mais pas l'usine, pas les usines avant le projet de société, puisque du projet de société, on peut définir des industries différentes. Je vous remercie. Merci beaucoup Anaïs. Une intervention toujours très dense et très claire, ce qui est la combinaison la plus compliquée à réaliser. Nous allons maintenant entendre Alexandre Lavissière sur le sujet des ports qui avait été annoncé notamment par Jean-Christophe. Alexandre, la parole est à toi. Monsieur le sénateur, Vincent, Guillaume, merci beaucoup pour m'avoir invité à ce séminaire du think tank Territoire. Donc, comme ça a été évoqué déjà tout à l'heure, lorsqu'on pense territoire transfrontalier, on pense rarement au littoral. Pourtant, le littoral, c'est aussi une forme de frontière, et c'est une frontière avec l'ensemble des pays, avec la mer comme zone tampon, et évidemment les ports comme interface. Alors, c'est une zone transfrontalière qui est d'autant plus importante pour la France que la France est le deuxième espace économique maritime. C'est-à-dire qu'on a des territoires français sur tous les océans, sauf l'océan Arctique. Et donc, on a aussi, grâce à la mer, des frontières avec le Brésil, avec la Guyane et puis, nous sommes aussi proches du Canada grâce à Saint-Pierre-Miquelon, etc. Donc, grâce à la mer, on a
aussi une frontière, et on a une frontière qui est également importante économiquement, parce qu'on a tout un tissu économique français à travers des armateurs, donc des armateurs qui ont des porte-conteneurs, mais aussi d'autres types de navires spécifiques, des câbliers qui posent les câbles sous-marins, et puis des navires aussi qui font de l'avitaillement offshore, etc. On a une des premières flottes maritimes en termes d'armateurs. On a également des entreprises françaises qui sont au premier plan en termes de transit, donc des transitaires importants, et donc qui sont présents aussi partout dans le monde. Donc on a tout un tissu économique qui est très fort et qui utilise notamment la mer comme une frontière pour joindre, pour échanger en tout cas avec les autres pays du monde. On a également des entreprises IT, donc on verra tout à l'heure les aspects innovation, mais on a aussi avec la mer des entreprises comme Soged qui sont parmi les leaders mondiaux dans ce qu'on appelle les Port Community Systems. Donc ce sont tous les systèmes informatiques qui permettent la gestion de tout ce qui est dédouanement et enregistrement des différents transferts de marchandises entre le port et la mer. Le parent pauvre dont on a parlé tout à l'heure, ça reste le port. Les ports français sont, si on regarde d'un point de vue national, se portent plutôt bien. On a, depuis une quinzaine d'années, entre 6 et 10% de croissance dans nos ports. Mais après, si on regarde à l'échelle ne serait-ce qu'européenne, on a des ports dans le range nord, donc ce qu'on appelle la range nord, donc c'est ce qui va entre Le Havre et Copenhague, en gros. On a des ports qui ont jusqu'à 47% de croissance sur la même période. Et puis, on a des croissances similaires à peu près en Méditerranée, donc les ports qui vont concurrencer Marseille. Donc, au niveau français, on est relativement content d'avoir des ports qui sont en croissance et qui fonctionnent bien. Mais si on compare aux autres ports et au boom de la logistique, on voit qu'en fait, on ne se porte pas si bien que ça. Alors, on ne se porte pas si bien que ça pour plusieurs raisons. Donc, cette interface transfrontalière, elle est très centralisée en France. Donc on a des décisions qui sont prises à Bercy ou à la Défense pour des ports qui se situent en périphérie finalement de la France. Et on a une certaine lenteur administrative avec tout un tas de normes qui font qu'il est parfois difficile d'avoir une stratégie et que certaines entreprises même françaises, préfèrent s'implanter dans un territoire portuaire étranger plutôt qu'en France. Donc, on a un premier frein qui est donc cette centralisation. On a un deuxième frein qui est en termes de gouvernance, où on a très peu de discussions entre le secteur privé, dont je disais qu'il était assez performant au niveau mondial, et le secteur portuaire, l'administration des grands ports maritimes. Et puis on a un troisième aspect qui est plus culturel en France et qui fait écho à ce qu'on a pu entendre précédemment. C'est qu'on a en France, on a toujours souhaité fluidifier la marchandise, c'est-à-dire qu'on veut faire passer très rapidement la marchandise à travers le port pour aller vers les bassins de consommation. Entendez le bassin parisien surtout, ou les bassins de production, notamment la Lotharingie dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le sillon rhodanien avec l'industrie pétrochimique, etc. Et donc, on fait très peu de valeur ajoutée dans les ports français, traditionnellement. Alors que si on regarde les ports cités tout à l'heure, comme Rotterdam, Anvers, ou même les ports italiens, qui sont issus d'une culture différente de cités-États, la logique économique, depuis le Moyen-Âge, depuis la Hanse, c'est de capter ce flux, de le garder sur place, de transformer la marchandise sur place, dans le port, avant de la réexpédier ailleurs. Et donc, on a une tradition de système industriel-portuaire dans ces zones, où on va créer de la valeur ajoutée, créer des emplois, créer de la croissance, etc. Et donc transformer la marchandise. Et l'un des outils qui est utilisé depuis le Moyen-Âge
par ces grands ports, et qui l'est également dans la plupart des ports du monde, c'est la zone franche portuaire ou la zone économique spéciale portuaire qui n'existe pas en France. Donc si on regarde l'Europe, on a seulement l'Albanie, la France et la Belgique qui n'ont pas de zone franche portuaire. La Norvège s'y refusait, mais dernièrement, face à la concurrence russe sur l'Arctique, elle s'est mise à créer des zones franches, notamment à Kirkenes, pour concurrencer Mourmansk. Et donc ce qu'on voit, c'est que dans toutes les grandes routes maritimes, toutes les grandes routes de transport, en fait, on a des zones franches qui fleurissent. Donc, je citais l'Arctique, mais quand on voit le projet chinois des nouvelles routes de la soie, en fait, ils sont adossés des zones franches à la frontière entre le Kazakhstan et la Chine, à Karachi, à Mombasa. Et donc, tout au long de ces routes de la soie, on crée des zones franches, où on va avoir une transformation, une captation des flux, tout d'abord, et ensuite une transformation des flux. Et ces zones franches, elles ont de particulier, et c'est là qu'on rejoint le sujet d'aujourd'hui, elles ont ceci de particulier qu'elles sont sur le territoire local, domestique, mais d'un point de vue douanier, il y a une extraterritorialité, et donc en fait, la marchandise n'est pas sur le territoire douanier. C'est-à-dire qu'elle peut rentrer sur le territoire, y être stockée, transformée, réexpédiée, sans avoir à payer de droits de taxe. Et donc, ça permet non seulement un avantage fiscal qui est en général de court terme, puisque de toute façon, si le produit rentre plus tard dans le territoire, on va payer ses droits de taxe, mais ça permet surtout un avantage en termes de trésorerie pour les entreprises, en termes de cluster, où on va avoir de nombreuses entreprises qui vont venir s'agréger autour de la filière portuaire et logistique. Les industries vont venir s'implanter pour bénéficier de cette extraterritorialité douanière. Et donc on voit que c'est quelque chose qui est utilisé non seulement par les pays émergents, parce qu'on a souvent l'image que ce sont les pays émergents qui utilisent ce type de zone franche, que ce soit à Shanghai, à Dubaï, à Tanger ou à Panama. Mais en fait, 42% de ces zones franches portuaires se situent dans des ports de l'OCDE, notamment aux États-Unis. Chaque entrée aux États-Unis, que ce soit un port, un aéroport, sur les Grands Lacs, ou même dans les frontières avec le Mexique ou le Canada, on a des zones franches. On a également des zones franches partout en Europe, dans quasiment tous les grands ports, sauf Anvers. Et puis, on note aussi que, avec le Brexit, une des premières décisions qui a été prise, enfin, ce n'était pas forcément une décision, mais un des premiers travaux qui a été mené, ça a été de se demander s'il était opportun de créer des zones franches dans les ports britanniques. Et donc, dès 2016, je crois, j'ai été contacté par l'actuel chancelier de l'Échiquier qui nous a demandé s'il semblait intéressant de créer de telles zones franches. Alors, nul n'est prophète en son pays, donc j'ai travaillé un peu avec lui. Et on a vu qu'il y avait un intérêt, puisque en fait, l'Angleterre changeait un petit peu de statut. Elle se trouvait sur un nœud différent. Elle n'était plus dans l'Union européenne, mais elle était à la marge. Donc elle pouvait importer des produits du Commonwealth, transformer ces produits sous douane et les réexporter dans l'Union européenne. Et donc là, on captait des flux et on avait une valeur ajoutée qui était créée en Grande-Bretagne. Donc depuis à peu près 6 mois, ont été décrétés que 8 ports britanniques seraient des ports francs. Donc ça, c'est un premier point. On a eu une réponse en France qui a été dans la stratégie nationale portuaire qui a été portée par le comité interministériel de la mer il y a un peu plus d'1 an. Une réponse en disant on va créer aussi, nous, des zones économiques spéciales portuaires sur ce même modèle. Mais les travaux portent à penser qu'on va copier le modèle britannique, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout adapté, puisque nous, on n'est pas en dehors de l'Union européenne. Donc on ne peut pas avoir la même stratégie que les Britanniques, ou que Tanger, ou que les zones franches qui sont dans les ports turcs, ou même russes, en disant, voilà, je suis à proximité du marché européen, et donc je vais importer des produits, les transformer sur place et les réexporter. Donc il vaut mieux copier des modèles du type de celui des États-Unis, qui ont ce qu'ils appellent des foreign trade zones, donc,
donc des zones franches, ou en fait qui servent de zones tampons, notamment fiscales. Donc on ne va pas perdre en fiscalité, mais on va importer des produits, ils vont être stockés et ils vont être transformés à la dernière minute dans ces zones pour atteindre le marché local. J'ai un exemple, j'ai visité le port de Jacksonville. Donc ils importent du rhum. J'ai visité un entrepôt de Bacardi qui est sur place. Ils importent du rhum, donc de toutes les Caraïbes. Le rhum est stocké dans leur entrepôt et j'y étais un peu avant Halloween. Donc au moment d'Halloween, ils font ce qu'on appelle du kitting, donc ils mettent les produits ensemble, donc avec un packaging, des cartonnages avec un verre avec une citrouille dessus ou des chauves-souris. Et donc, ça, c'est pas une valeur ajoutée extrême dans cet exemple-là, mais le produit est stocké sur place, il y a une création d'emplois, il y a une transformation sur place, et puis il y a une création tout autour d'entreprises qui vont venir travailler et avoir un impact indirect et des rentrées fiscales aussi indirectes. Et si on laisse toute la logistique portuaire à nos amis anversois ou de Rotterdam ou de Gênes ou de Barcelone, en fait, on risque aussi de perdre une possibilité de capter un tissu industriel qui, aujourd'hui, part dans ces pays étrangers. L'hinterland du port de Barcelone, c'est la France. Et le port de Barcelone crée des zones franches à Barcelone et aimerait bien en créer à Toulouse aussi pour venir capter nos flux directement chez nous. Donc, la zone franche portuaire, c'est justement créer cet interstice transfrontalier entre la mer, l'extérieur et puis notre territoire, dans lequel on peut essayer de créer des clusters logistiques et industriels ou portuaires. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et il y a un modèle à trouver, un modèle français, dans lequel on va justement proposer un service logistique d'excellence avec à la fois des technologies qu'on sait développer, qu'on a développées, avec des chaînes logistiques qu'on va essayer de verdir pour offrir ce service-là à des industries et des industriels qui cherchent des solutions. Notamment, on parlait de l'hydrogène. Et puis, également, créer des clusters dans lesquels on va avoir tout un réseau d'entreprises qui va permettre d'essaimer de la valeur ajoutée et de la compétence et d'attirer des investissements directs étrangers, comme le font nos voisins, comme le font les États-Unis, comme le font la Corée et tous les pays industrialisés, sauf nous. Et donc, inventer ce modèle français, c'est aussi considérer la frontière non pas comme une menace ou une contrainte, mais aussi comme une opportunité pour développer notre économie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Anis et Alexandre pour cette intervention qui ont suscité pas mal de questions. Alors je vais juste en extraire deux avant de laisser la parole à Clément Maury. Alors une question qui a été posée lors de la séquence précédente sur les zones franches. Est-ce qu'on peut imaginer, Alexandre, des zones franches ailleurs que dans les ports ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On peut imaginer des zones franches ailleurs que dans les ports. Il y a des zones franches dans les aéroports. L'aéroport de Schiphol à Amsterdam est un bon exemple, où il y en a d'autres un peu partout dans le monde. Et comme je disais, aux États-Unis, on en a à la fois dans des ports secs, donc des zones logistiques qui sont un peu dans l'hinterland, et puis on en a aussi aux frontières. On a des exemples en Asie du Sud-Est, où on a des espèces de zones transfrontalières. Alors, il y a un mauvais exemple qui est entre la Corée du Nord et la Chine, où on a des produits qui deviennent made in China assez facilement, alors qu'ils sont produits en Corée du Nord, mais ça aide à les exporter. On a des zones en Amérique du Sud aussi, entre différents pays. On a des zones aussi entre le Mexique, je crois que c'est à Nuevo Laredo, et les États-Unis, où en fait ça crée un passage entre les frontières, entre autres exemples.
Je vous remercie. Alors, une question de quelqu'un qui a l'air de connaître le sujet, qui nous parle du modèle des zones de tampons fiscales, modèle utilisé non pas par un port, mais par une plateforme multimodale au Luxembourg, je ne sais pas si ça te parle, avec la plateforme de Bétambourg. Et il parle ici d'un projet d'investissement de près d'1 milliard d'euros et de plus de 300 000 containers par an et qui répond à une stratégie de captation des routes de la soie. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je ne connais pas cette zone. Je sais que souvent, le Luxembourg a mauvaise presse pour les zones franches. C'est souvent un contre-exemple qu'on utilise, parce qu'on pense qu'il y a le trésor des nazis qui est caché là-bas. C'est comme certaines zones en Suisse, parce qu'il y a une certaine difficulté fiscale. Et donc, on prend souvent cet exemple-là. Après, c'est vrai que le long des routes de la soie, comme je le disais, on a des zones qui se créent. Et donc, chaque port, chaque port sec, chaque grande gare où on va avoir une zone de transit, les Chinois investissent dans des zones franches pour justement avoir cet effet de tampon. C'est une question de la sénatrice Anne-Catherine Loisier, qui nous suit en direct. N'y a-t-il pas des dispositifs sanitaires drastiques qui peuvent desservir le développement des ports français ? Si, on a, ça dépend. On a souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des directives européennes et le décret d'application français est assez strict, et le plus strict, voire plus strict que ce qui existe, et donc qui est plus strict que chez certains de nos voisins. Qui vont penser à l'intérêt de leur port. Nous, on pense à l'intérêt de nos citoyens. Après, quand on a des mesures qui sont plus drastiques dans des pays limitrophes et que la marchandise transite par ces pays, finalement, le fait qu'on ait une réglementation plus drastique chez nous ne change pas grand-chose, puisqu'on récupère quand même le produit sans avoir suivi ces réglementations. Mais c'est aussi parfois une mesure protectionniste sur certains types de produits. Donc on a les deux aspects, à la fois une partie protection et une partie concurrence par le bas, donc de dumping en termes de normes de certains pays étrangers. Merci beaucoup. Une question qui sera la seule pour Anaïs, il a fallu choisir. Tu parlais, Anaïs, de la coopération entre les entreprises à privilégier dans certains écosystèmes. Est-ce qu'il est souhaitable et comment développer une coopération entre les entreprises de part et d'autre de la frontière ? C'est une vaste question. Je crois qu'en termes d'entreprise, l'initiative privée se déroule en général mieux que quand on veut forcer des entreprises à coopérer. Il y a déjà des coopérations qui existent parce que des entreprises ont eu un besoin et elles se sont tournées plus naturellement vers une entreprise de l'autre côté de la frontière parce qu'ils trouvaient que cette entreprise faisait ce qu'elle cherchait. Et après, il y a une question d'ouverture culturelle à l'autre, mais qui se fait finalement assez naturellement, assez bien, puisque selon où on est tourné plus naturellement d'un côté du territoire ou de l'autre. Voilà. Je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais... Merci beaucoup. Pas de phénomène magique. Merci Anaïs. Non, c'était clair. Voilà, nous allons entendre un témoignage pour clore la séquence dédiée à la désindustrialisation avant de passer au volet innovation avec Jean et Arola. Donc, je vais laisser la parole à Clément Maury de l'Agence nationale pour la formation professionnelle et qui est le coordinateur du projet transfrontalier Digimob Industrie 4.0. Alors, je crois qu'il y a une présentation qui va accompagner les mots de Clément que Guillaume est en train de mettre à l'écran. Voilà. Clément, c'est à vous. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup de me donner la parole ce soir. Merci de me permettre de présenter le projet Digimob Industrie 4.0 qui va permettre d'illustrer un certain nombre de propos, qui sera lui-même illustré par une présentation qui sera mise évidemment à disposition. Le projet Digimob Industrie 4.0, c'est un projet industriel de mobilité professionnelle transfrontalière. Je pourrais m'arrêter là, vous avez les enjeux principaux du projet. Chacun des mots de cette phrase est finalement à la fois un enjeu et une difficulté. C'est un projet Interreg 5A Grande Région qui a été initié en octobre 2019 et qui donc se tient sur le périmètre de cette grande région qui regroupe
la Lorraine, le Luxembourg, la Wallonie, la communauté germanophone de Belgique, le Luxembourg, que j'ai déjà cité, la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Donc, on parlait tout à l'heure de Lotharingie. Alors, ce n'est pas complètement la Lotharingie historique, mais on a un point commun qui est cette industrie qui a eu tendance à se perdre dans les dernières décennies, qui émerge à nouveau dans certains des territoires. Et on a un diagnostic partagé qui est la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée, à former ensemble de la main-d'œuvre qui soit qualifiée et qui soit désireuse de travailler dans ce secteur industriel. Vous avez ici une brève illustration des partenaires, donc l'AFPA, qui est l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, associée avec des partenaires luxembourgeois, wallons et allemands. On peut passer à la suivante. Un bref aperçu, donc c'est un projet de 3 ans qui vaut 2,6 millions d'euros, qui a pour objectif premier de constituer un référentiel de compétences qui soit reconnu, qui soit partagé de part et d'autre de la frontière. C'était évidemment un point essentiel avant de se lancer sur la question directement de la formation professionnelle, puisque vous le savez certainement, il y a des problèmes de reconnaissance transfrontalière, particulièrement dans le secteur industriel, et je dois le dire particulièrement avec nos voisins allemands. Et donc, on a réuni un consortium le plus large possible, à la fois des organismes de formation, des experts de l'industrie, des services pour l'emploi, et puis, au-delà de ça, des entreprises aussi qui ne sont pas citées ici, mais les principales entreprises industrielles de la région, Arcelor, PSA, pour citer le Luxembourg et la France. On peut passer. Donc, ce que ça a donné, vous avez le résultat devant vous. Alors, je suis obligé de condenser, et puis je vais essayer de pas trop jargonner. Nous sommes parvenus à des formations expérimentales d'une durée de 6 mois qui permettent à des personnes qui n'ont jamais travaillé dans le secteur de l'industrie de se former à un niveau 3, donc c'est le premier niveau au sein d'une usine, sur le métier d'opérateur de production ou d'opérateur de maintenance, avec une composante 4.0 et une compétence transfrontalière. Donc je vous disais, c'est quand même un projet qui est ambitieux à travers ces différents prismes. La question aussi pour nous qui était importante, c'était celle de la reconnaissance transfrontalière. On a eu tendance, pendant des années, à faire de la formation pour le versant d'en face. Finalement, il y avait un intérêt du côté allemand pour la main-d'œuvre française, du côté luxembourgeois, mais par contre, on ne permettait pas toujours à ces personnes de revenir sur le versant français si elles le souhaitaient. Et ça, c'est vraiment une thématique qui est devenue très importante, à savoir la reconnaissance transfrontalière, et là notamment à cette échelle de la grande région, permettre la mobilité professionnelle des personnes que nous formons. Nous avons interrogé les entreprises. Ce qui en est ressorti, c'est finalement le plus petit des dénominateurs communs, qui est le CQP, donc qui est une reconnaissance qui est décernée par l'UIMM, qui est suffisante pour aller travailler, que ce soit en France, au Luxembourg ou en Belgique. Par contre, pour le versant allemand, c'était largement insuffisant. Donc on a fait un gros travail avec notamment notre partenaire du TÜV Nordbildung et la IHK de Sarre pour apporter un complément et contrairement à certains projets qui avaient pu être menés, que ce soit vraiment complémentaire et pas une nouvelle formation. On a certaines entreprises allemandes qui nous disent il veut travailler, le demandeur d'emploi souhaite travailler en Allemagne en tant qu'opérateur de maintenance, il a qu'à se former sur le côté allemand et ça ira très bien. Donc finalement, payer une nouvelle formation pour lui alors qu'il a déjà appris le métier côté français. Ce qu'on a souhaité avec ce IHK Certificat, c'est apporter une touche de numérisation, des compétences supplémentaires qui sont apportées en allemand par notre partenaire qui est le TÜV Nordbildung, et donc qui vient reconnaître implicitement tout ce qui a été déjà réalisé côté français et côté luxembourgeois, à savoir le CQP. Et enfin, je vais passer brièvement là-dessus, la reconnaissance par les Open Badges, qui est donc un système de reconnaissance plus informel, mais qui permet là de venir compléter, non pas de manière transfrontalière, mais la partie finalement 4.0, donc la numérisation, des choses qui ne sont pas encore reconnues, encore pas suffisamment reconnues au sein des certifications industrielles actuelles. Donc, expliquer que la personne a travaillé avec des lunettes de réalité virtuelle, a travaillé sur de la robotique, sur de la cobotique. Ce que je vais illustrer à travers les prochaines slides. Donc, les différentes technologies auxquelles nos opérateurs et plus tard sans doute nos techniciens vont être confrontés, c'est celles qui vont retrouver
souvent éparpillés, rarement en un seul bloc, mais dans les différentes entreprises de la région. Donc on peut avoir de l'apprentissage par réalité virtuelle, apprendre l'habilitation électrique par de la réalité virtuelle, ça permet aussi d'apprendre autrement et de limiter les risques. La cobotique, les armoires connectées, c'est finalement des briques du 4.0 qui sont présentes de manière un peu éparse sur les territoires et au travers des entreprises industrielles. Et puis, une ligne de production qui est automatisée. Alors, vous voyez en arrière-plan, on a encore l'atelier 3.0 avec des machines plus traditionnelles qu'on n'oublie pas, puisque toutes les entreprises ne sont pas passées au 4.0, loin s'en faut, mais en tout cas, apprendre les différentes parties du métier et avoir ensuite la possibilité de choisir sa mobilité, donc de travailler sur le versant que l'on souhaite. Voilà, c'était de manière très résumée le projet Digimob Industrie 4.0, avec à la fin mes coordonnées et les coordonnées du site si vous souhaitez en savoir plus. Je vous remercie. Merci beaucoup Clément pour cette très belle initiative qui va directement intéresser, je pense, Anaïs, aussi à Roland, et qui va forcément susciter des échanges à l'issue de cette conférence. Alors nous allons passer maintenant au troisième pilier de la conférence, troisième et dernier pilier, pour parler donc de l'innovation, l'accélération de l'innovation, à travers l'intervention de Jean Perroni, directeur général de la mission opérationnelle transfrontalière, et d'Arola, je l'ai dit, qui nous fait l'amitié de venir de l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine, Euskadi-Navarre, pour nous parler de toutes les actions qu'elle y conduit. Voilà, donc Jean, tu as la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir convié donc la mission opérationnelle transfrontalière que je dirige et aussi son réseau. Effectivement, Arola donnera des éléments plus concrets venant d'un territoire particulier. Je voulais effectivement évoquer cette question de l'innovation en liaison avec les territoires transfrontaliers, pas seulement sur ce volet innovation technologique qui a déjà été bien évoqué, que j'évoquerai quand même très rapidement à la fin, mais aussi pour parler de ce qui était consubstantiellement innovatif dans ces territoires transfrontaliers. Donc je vais un petit peu vous parler de territoire. Peut-être la première slide. Donc vous redire très rapidement ce que Loïc Hervé a tout à l'heure bien expliqué. Si tu peux passer la slide. Les territoires transfrontaliers sont des territoires comme les autres. Au niveau local, ce sont par exemple des agglomérations transfrontalières, mais aussi des espaces naturels avec des enjeux de services publics, avec des enjeux d'économie, etc. Mais ils ont quand même quelque chose de particulier, c'est qu'effectivement, ils sont traversés par une frontière et que ça complique effectivement pas mal les choses. Et en même temps, ça crée une friction, un potentiel d'innovation, comme ça l'a été déjà dit. Alors, cette gestion des territoires transfrontaliers, donc il faut prendre en compte la réalité je dirais du dessus, donc slide suivante, qui est que ces territoires restent quand même pris dans des systèmes nationaux qui sont différents, voire quelquefois divergents, malgré l'unification européenne, et ça a été dit tout à l'heure, quand on transpose des directives de manière dissymétrique, on ne résout pas le problème. Et donc, il y a un véritable enjeu pour les États qu'ils ne saisissent pas totalement aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas de récriminer contre les États qui ont leur utilité quand même, mais il y a clairement aujourd'hui un problème de prise en compte de la réalité de ces territoires par les États qui doivent arrêter de les voir du point de vue des capitales, mais se situer en coopération avec les États voisins dans une prise en compte réelle des territoires. Et tout ça, naturellement, donc slide suivante, est facilité en théorie par le niveau européen. Alors certes, le niveau européen permet, avec le marché intérieur, avec la libre circulation, de fluidifier les choses, et les territoires frontaliers sont censés en bénéficier et le font effectivement, mais ça n'est pas suffisant. Alors, on a aujourd'hui effectivement des programmes, Interreg est un très bel exemple, qui vont faciliter ça, mais c'est quand même peu d'argent, peu de moyens. Il y a aussi une facilitation maintenant qui est prise en charge par la Commission avec un point focal frontalier au sein de la DG Régio, donc qui a tendance à devenir une DG des territoires, mais c'est pas encore gagné, et qui va effectivement faciliter la liaison avec les politiques sectorielles dans les autres directions générales et avec les États. Mais tout ça reste encore largement à construire. Ces territoires restent aujourd'hui un petit peu périphériques dans leur réalité nationale, mais aussi dans les politiques publiques.
Alors très rapidement, slide suivante, c'est la raison d'être de la mission opérationnelle transfrontalière que je dirige, qui est une petite structure de 10 personnes basée à Paris, mais surtout un grand réseau de près de 90 acteurs aux frontières françaises, de part et d'autre des frontières, avec non seulement beaucoup de collectivités de différents niveaux, mais aussi des groupements transfrontaliers, des eurorégions qui promeuvent au jour le jour des projets transfrontaliers. Ça n'est possible que aussi avec le soutien des États, alors notamment nous aux frontières françaises, on est largement soutenu quand même par des ministères ou par la Banque des Territoires, donc je n'entre pas dans le détail, mais c'est très important pour nous de pouvoir aussi essayer de faire bouger ces structures nationales. Et puis, bien sûr, on agit au niveau européen avec d'autres associations, amis, partenaires, mais surtout aussi avec les institutions européennes, avec la Commission, avec le Parlement, avec le Comité des régions. Alors, je vais essayer maintenant de vous donner quelques quand même éléments concrets de cette vie des territoires transfrontaliers et de leur potentiel d'innovation. Donc, slide suivante, je voudrais effectivement vous montrer, voilà, donc la carte à droite de la slide, c'est ces différents territoires transfrontaliers qui existent aux frontières françaises. Certains sont des agglomérations transfrontalières, d'autres des parcs naturels, d'autres des eurorégions. Donc, on a différents types de territoires et différentes échelles de la vie frontalière. Ça peut être du local, ça peut être aussi du régional, et il faut les deux en réalité. Et il y a aussi, bien sûr, des territoires maritimes. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais j'ai été très intéressé par l'intervention sur les ports. Il y a beaucoup à faire. On vous recontactera, monsieur. Et ce que je voulais effectivement vous dire, c'est dire quand même un mot, ça a été dit au début, la crise sanitaire, elle a vraiment impacté très fort ces territoires, tous les territoires, mais particulièrement ceux-là. Et les personnes qui habitent ces régions frontalières, elles ont été touchées comme travailleurs, comme agents économiques, tout à coup empêchés ou freinés dans leur action transfrontalière, aussi comme usagers de services publics. Et ça a été dit tout à l'heure, l'enjeu des services publics est énorme pour tous les territoires, mais il est encore plus difficile en frontalier, et là, les services publics ont été les premiers à être fermés, et donc c'est un enjeu à l'avenir de les maintenir, au bénéfice à la fois des habitants, mais aussi des entreprises. Il y a aussi l'enjeu des citoyens. On aime bien s'adresser aux citoyens, mais tout d'un coup, les citoyens n'étaient plus que des citoyens nationaux. Pour franchir la frontière en mars 2020, il fallait montrer sa carte d'identité. Il n'y avait pas de passe sanitaire, et on était bloqué parce qu'on était seulement, entre guillemets, citoyens français ou allemands. Ça pose quand même une question pour l'avenir. Il y avait aussi une question d'information. Simplement, on ne pouvait plus partager. L'information n'était plus que nationale et on ne comprenait plus ce qui se passait de l'autre côté de la frontière. On s'est rendu compte tout à coup que les cultures étaient différentes et que c'était difficile de réinventer la coopération avec des visions totalement différentes, effectivement, entre des États très décentralisés ou fédéraux et un État plus centralisé, sans entrer dans le débat sur les mérites respectifs des uns et des autres. Il y avait aussi une réalité humaine, tout simplement, des couples ou des familles ont été séparés par la frontière qu'on ne pouvait plus franchir. Et il y a donc un vrai challenge et là, c'est là où on peut parler d'innovation, mais elle reste à capitaliser et à construire. Comment faire vivre des bassins de vie transfrontaliers? Et on peut dire que la crise a quand même commencé de susciter cette innovation, puisque des décrets pris par le gouvernement français pour voir ce qui était quand même possible en termes de mobilité, malgré les restrictions sanitaires, tout d'un coup, on a vu dans un décret français, eh bien, les habitants des bassins de vie transfrontaliers, première occurrence dans un décret, auront la possibilité de franchir la frontière dans un mouvement de 24 heures, puisque on retourne chez soi le soir, et dans un rayon de 30 km de leur lieu de résidence. Alors, je ne dis pas que c'est encore un bon dispositif, mais on sent que l'administration française et d'autres administrations en Europe ont commencé à imaginer comment prendre en compte, par-delà des frontières régaliennes, la réalité de ces bassins de vie transfrontaliers. Alors, je ne veux pas prendre trop de temps, quelques exemples, juste pour esquisser, et Arola donnera plus de détails. Donc, slide suivante. Aujourd'hui, il y a déjà des innovations très fortes. Il y a, par exemple, des transports transfrontaliers. Sur cette slide, on voit le tram de Strasbourg-Kehl, qui est fameux, mais aussi le réseau du Grand Genève. Donc, salutations à Loïc Hervé, qui connaît bien ce réseau. Voilà une innovation extraordinaire qui est entrée en service juste avant la crise sanitaire, mais qui a survécu, je dirais bien heureusement, à la crise sanitaire. Comment, à partir d'un réseau régional suisse et d'un réseau régional français, simplement en créant une infrastructure de liaison
liaison qui relie Genève à Annemasse, pour simplifier, mais qui surtout connecte les deux réseaux régionaux avec une billettique unifiée. Et tout d'un coup, on a une puissance de feu, je dirais, qui est déjà très forte, mais qui reste complètement à concrétiser en essayant d'avoir un équilibre plus fort entre la France et la Suisse. En clair, aujourd'hui, c'est Genève, effectivement, qui est le pôle d'emploi et le pôle économique. Comment est-ce qu'on pourrait rééquilibrer tout ça ? Le transport n'y suffira pas, mais il contribuera sûrement. Autre type d'innovation, c'est la santé. Donc là aussi, très rapidement, slide suivante. Les réseaux de soins à la frontière franco-belge et j'espère demain à la frontière franco-luxembourgeoise et franco-allemande, c'est mettre en commun les infrastructures de soins sans créer forcément de nouveaux investissements, mais mettre en réseau, ça c'est une première innovation. Ensuite, une deuxième innovation extrêmement intéressante pour un territoire rural qui est celui du plateau Cerdan à la frontière entre la France et la Catalogne, qui est compétente en matière de santé et à proximité d'Andorre, un hôpital transfrontalier qui, sans cette dimension transfrontalière, n'aurait jamais vu le jour, parce que c'est la mutualisation transfrontalière qui a créé l'effet de masse et qui a justifié la possibilité de créer cet investissement. En fait, pour réaliser des projets comme ça a l'air facile parce que l'idée est simple, mais ça a été très compliqué. Ça a coûté de l'argent, mais ce n'est pas forcément le plus difficile. Ça a nécessité des outils de gouvernance transfrontalière, ce n'est pas non plus le plus difficile. Par contre, je ne détaillerai pas, mais faire rouler un tramway français en Allemagne ou créer un système de soins transfrontalier avec des normes différentes, parce que ce sont des compétences qui restent domestiques ou nationales et pas européennes, c'était toute une difficulté en matière d'obstacles. Et donc l'enjeu, désormais, ça va être de comment résoudre ensemble ces obstacles transfrontaliers. Donc slide suivante, on a là des innovations institutionnelles, là aussi en allant très vite. Une très bonne première initiative qui est le traité franco-allemand, le traité d'Aix-la-Chapelle, et qui a maintenant été dupliqué avec un traité franco-italien du Quirinal qui a été signé en novembre dernier, et on l'espère bientôt un traité franco-espagnol, et ça peut valoir aussi pour d'autres frontières en Europe. Alors vous allez me dire, il y avait déjà des choses qui existaient avant, mais clairement il manquait un dispositif multiniveau, et c'est ce que ce traité franco-allemand va essayer de faire fonctionner. Ça vient tout juste d'être signé, hein, donc, et donc, pour aller vite, une première échelle, c'est donner des compétences ou faciliter la vie des collectivités locales et de leurs groupements transfrontaliers. Et donc, en France, c'est beaucoup l'enjeu 3DS. Hein. Alors, je ne rentre pas dans une discussion sur 3DS, voilà. Mais en tout cas, il y a un premier succès qui a ce volet transfrontalier auquel la MOT a contribué, auquel d'ailleurs le sénateur Loïc Hervé nous a aidés, parce qu'il a introduit au Sénat un certain nombre d'amendements qui ont survécu aussi au passage à l'Assemblée nationale. Donc, sans détailler, je pense qu'il y a cette innovation dans les législations pour faciliter la vie des territoires locaux. Mais il y a aussi quelque chose d'important qui est de faire remonter les problèmes justement au niveau national pour faire évoluer les différentes législations. Il y a 3DS, mais il y aura demain toute une série de législations sectorielles, et quelquefois la solution est dans des législations nationales mieux coordonnées, voire dans des législations européennes. Hein, même malgré le principe de subsidiarité, il faut pouvoir faire remonter, par exemple, je vous donne un exemple tout à fait banal qui est maintenant résolu, qui est le roaming. Hein, quand on a effectivement arrêté de surtaxer les communications dès qu'on franchissait la frontière. Ça a une vocation bien sûr européenne, mais ça a aussi bien sûr facilité la vie des acteurs des territoires transfrontaliers. Donc il y a toute une série de législations qu'il faut faire évoluer au niveau européen. Et donc c'est un chantier tout à fait important à mener. Alors ce qu'il faut signaler, puisqu'on se situe effectivement dans la perspective de cette présidence française qui commence, il y a au moins une législation qui va être sur la table du Conseil et où j'espère la présidence française va faire avancer, c'est Schengen 2.0. Hein, on a donc depuis le 14 décembre un projet de révision Schengen. Alors, tout le monde pense effectivement, et c'est très important, à l'amélioration de notre gestion des frontières extérieures, et sûrement la France aura à cœur d'avancer ça. Hein. L'idée, c'est quand même de mieux contrôler, de mieux manager au niveau européen ces frontières pour justement maintenir ouvertes
les frontières internes, mais ce qui est très intéressant dans le projet de législation, c'est qu'il prévoit explicitement la reconnaissance des régions transfrontalières. Et donc, je compte sur la présidence française là, pour faire avancer, du coup, aussi cette reconnaissance des régions transfrontalières ou des bassins de vie transfrontaliers, comme vous voulez. Mais, donc, ça va être à l'ordre du jour de la présidence française. Je viens à la conclusion. Je voudrais évoquer rapidement quand même l'innovation dans un sens technologique ou scientifique. Donc, on a beaucoup de coopérations extrêmement intéressantes. Donc, ça serait la slide suivante aussi, s'il vous plaît. On a déjà aujourd'hui de très très bonnes coopérations universitaires transfrontalières. Arola va vous en parler. Et puis aussi des coopérations en matière de formation qui sont pas loin de ça. Hein. L'enjeu effectivement de faire que les systèmes économiques travaillent entre eux, à la fois les entreprises, les instituts de formation initiale ou continue et les populations, avec une logique pas seulement de travail transfrontalier, mais de densité, de bassins d'emploi où les flux se font dans tous les sens. Hein. Et pour ça, nous, ce qu'on voudrait faire reconnaître, c'est les universités transfrontalières. Aujourd'hui, il y a une reconnaissance, bien sûr, des universités européennes. Hein. Ça a été un des dossiers d'Emmanuel Macron et qui a été reconnu au niveau européen. Mais elles sont très bien, ces universités européennes, mais elles n'ont pas encore reconnu que certaines d'entre elles pouvaient se déployer au sein de ces territoires transfrontaliers. Et pour avoir cette reconnaissance, on a fait une résolution commune entre la mission opérationnelle transfrontalière et la conférence des présidents d'universités, qui a été signée effectivement par un certain nombre d'universités ou d'eurorégions, hein, dont Aquitaine-Euskadi-Navarre. Et donc maintenant, on voudrait pousser le bouchon plus loin et j'espère aussi que les mois qui viennent vont nous permettre de le faire. Donc là aussi, les enjeux, hein, c'est vraiment à la fois mutualiser l'innovation par sa création entre universités. Pourquoi pas effectivement des stratégies régionales d'innovation qui soient transfrontalières entre les universités, avec les entreprises et au bénéfice des territoires et de leurs habitants. J'en dis pas plus et je crois que Arola va pouvoir développer ça sur un territoire particulier. Merci de votre attention. Merci beaucoup Jean. Et donc voilà, à toi. Merci beaucoup. On a aussi une petite présentation. Donc tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être là. Et merci beaucoup Jean pour cette introduction. Je pense que ça me laisse la thématique très prête pour vous expliquer un peu la situation de notre région Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre. Donc tout d'abord, slide suivante s'il vous plaît. Voilà, donc avant de commencer, je voulais tout d'abord vous présenter un peu le territoire de l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre et la situation dans notre frontière franco-espagnole, pour ensuite vous expliquer un peu le rôle concret de l'Eurorégion dans ces cadres-là, et parler du territoire eurorégional. Comme on parle souvent, quand on parle des coopérations transfrontalières, on parle d'obstacles, on parle de différents, des reconnaissances de diplômes, des difficultés pour reconnaître des diplômes ou des obstacles de part et d'autre de la frontière. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous montrer le territoire eurorégional et le territoire transfrontalier comme un territoire d'opportunité. Donc, et aussi, d'un point de vue d'innovation, voir toutes les opportunités qu'un territoire transfrontalier peut nous donner au niveau d'innovation. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Donc très brièvement, pour vous présenter le territoire, donc notre région est située dans la frontière franco-espagnole et elle est composée par une région française comme la Nouvelle-Aquitaine et deux communautés autonomes espagnoles, donc la communauté autonome d'Euskadi et la communauté forale de Navarre. Et donc ici, on parlait avant de décentralisation. Ici, on est vraiment dans une expérience de coopération avec un État centralisé comme la France et un État très décentralisé comme l'Espagne, en plus avec les deux communautés autonomes, avec les plus de compétences de l'État espagnol. Donc c'est déjà une belle figure de coopération entre deux pays complètement opposés au niveau politico-administratif. Au niveau de la superficie, on couvre plus de 100 000 km², on a presque 9 millions d'habitants et voilà, donc ça nous permet vraiment d'être un territoire d'opportunité et on va le voir avec les cas concrets de l'innovation. Slide suivante, s'il vous plaît.
Donc l'euro-région, qu'est-ce qu'une euro-région ou qu'est-ce que notre euro-région? Enfin, tout d'abord et en général, c'est vraiment un espace commun où nous promouvons des projets qui contribuent au développement, que ce soit économique, culturel, social et du territoire, et que ce soit au niveau transfrontalier de proximité, mais aussi au niveau interrégional et européen. Et notre euro-région est aussi un GECT, donc un groupement européen de coopération territoriale, soumis au règlement 1082-2006 du Parlement européen et du Conseil, ce qui nous permet d'avoir des statuts propres, une convention propre, une gouvernance propre, et pouvoir ainsi avoir ces cadres européens pour développer la coopération transfrontalière et euro-régionale d'une manière, avec un cadre européen derrière. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, le travail de notre euro-région est guidé toujours par un plan stratégique de 6 ans qui coïncide avec les programmations européennes. Et, le GECT a déjà 10 ans et nous avons fait notre premier plan stratégique 2014-2020. Et là, tout récemment, fin octobre, nous avons présenté notre nouveau plan stratégique 2021-2027. Ce plan stratégique, il est co-construit conjointement entre les 3 régions, donc entre les 3 gouvernements régionaux. Et donc, comme vous le voyez là, il est décliné en 5 axes de travail, donc 3 axes plus techniques, on pourrait dire, avec un premier axe sur la citoyenneté. Sur la citoyenneté euro-régionale, où on traite tous les sujets dont on a parlé, le sujet culturel, de plurilinguisme, d'éducation, de jeunesse, de sport, etc. Donc, tout ce qui nous fait mieux se connaître pour mieux coopérer. Le deuxième axe de travail est celui qui va nous toucher surtout aujourd'hui au niveau de l'innovation, donc avec le développement économique, un développement innovant et compétitif, inclusif et durable. Et donc ici, on traite tous les sujets d'innovation, de recherche, des coopérations universitaires, des coopérations en apprentissage, mais aussi d'emplois transfrontaliers, etc. Le troisième axe de travail, donc développement durable et cohésion territoriale, va surtout nous guider autour des services au niveau du transport transfrontalier, donc le développement d'un service de transport transfrontalier, mais aussi le changement climatique et la mise en valeur de notre cohésion territoriale. Ensuite, nous avons 2 axes transversales dont Jean a un peu parlé, et concernant la gouvernance transfrontalière aussi, très important pour la gestion d'une frontière, et la gestion innovante de l'euro-région, où on traite, on a des outils de résolution, d'identification et résolution d'obstacles et d'observation transfrontalière. Donc, si on veut se centrer, slide suivante, s'il vous plaît, sur le domaine de l'innovation, et je répète, de l'innovation comme de l'innovation dans la coopération euro-régionale comme des opportunités au niveau euro-régional. Et je prends le relais de Jean par rapport à la coopération universitaire. Je vais d'abord vous expliquer un peu ce qu'on fait dans cette matière-là, pour passer après au secteur stratégique ou aux stratégies de spécialisation intelligente euro-régionale aussi, et finalement vous parlez des clusters euro-régionaux que nous avons aussi au sein de notre euro-région. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, pour vous introduire dans les sujets de la coopération universitaire, vous voyez là la carte de notre euro-région avec les différentes universités que nous avons dans le territoire. Donc, nous avons 11 universités, dont 8 publiques et 3 privées, et 13 centres d'enseignement supérieur, dont 8 publics et 5 privés. Donc, ça veut dire que les possibilités de coopération au niveau universitaire dans notre territoire sont infinies. Et nous avons un historique, surtout depuis 2015, on va dire, avec l'appui de la part de l'euro-région et d'autres institutions à la coopération transfrontalière au niveau des universités. Et aussi, il faut tenir compte qu'il y a une forte volonté de la part des universités à coopérer au sein de l'euro-région. Donc, c'est ce qui nous permet aussi, ce qui nous donne aussi des opportunités de coopération dans ces sens-là. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc,
un peu le rôle que le GCT a dans cette coopération universitaire, c'est surtout un rôle de facilitateur dans la promotion de cette coopération universitaire euro-régionale. Et plus, plus concrètement, nous agissons dans 3 axes de travail, donc 3 lignes d'intervention. Nous avons une première ligne d'intervention plus alignée avec la mise en réseau des acteurs. Enfin, finalement, nous avons été souvent confrontés au cas où les universités ne se connaissent pas entre elles et ne savent pas l'offre de formation ou l'offre de recherche ou d'innovation qu'ils ont de l'autre côté de la frontière. Du coup, cette manque de connaissances mutuelles entre les universités freine un peu la coopération entre elles. Donc, cette ligne d'intervention est très importante, la mise en réseau, l'organisation de forums pour se rencontrer, et au niveau politique, mais aussi au niveau des recteurs, présidents des universités et aussi des chercheurs, au niveau des chercheurs des universités. Une deuxième ligne d'intervention plus liée au domaine de la recherche, de la formation, donc la création des doubles diplômes, des triples diplômes, des co-tutelles de thèses, des projets de recherche entre des laboratoires des 3 universités, des créations de laboratoires transfrontaliers. Donc tous ces types de projets, tous ces types de recherche, des projets de recherche et d'innovation sont vraiment au cœur de la coopération universitaire. Et finalement, la mobilité des étudiants et des enseignants aussi, à travers, par exemple, nous, on a mis en place en 2015 une bourse de mobilité euro-régionale pour pouvoir promouvoir cette mobilité et des étudiants et des doctorants et des enseignants au sein des universités de notre euro-région pour ainsi favoriser cette coopération universitaire au sein de l'euro-région. Donc, vous voyez, la coopération universitaire, c'est vraiment un outil très important et très catalyseur des opportunités au niveau en matière de recherche et innovation. Suivante, s'il vous plaît. Donc, pour rentrer aussi plus dans des détails de ce qu'on fait au niveau de plus recherche, développement et innovation, nous menons 3 actions principales au niveau de l'euro-région. Et donc, tout d'abord, et on en parlera après, les soutiens, la création de clusters et des réseaux d'innovation dans le secteur stratégique, mais aussi des secteurs qu'on peut voir émergents au sein de nos 3 territoires. Les rencontres aussi entre des réseaux de recherche, on en a parlé par rapport aux universités, c'est très important que les réseaux de recherche se rencontrent, aient des lieux de rencontre pour pouvoir faire émerger de nouveaux projets et surtout pour faire face aux défis de notre territoire euro-régional. Et ensuite, par les biais des appels à projets annuels, nous finançons des projets de recherche très concrets dans le secteur stratégique de l'euro-région. Donc, tous les projets qu'on finance au niveau de recherche, il faut que ce soit des projets formés par au moins 3 membres, un partenaire de chaque région. Et comme ça, on favorise vraiment le développement de la recherche et l'innovation dans des matières concrètes, avec des projets concrets, avec des projets de recherche de produits finis ou des projets de recherche de mise en réseau, des projets de recherche de solutions médicaux, des solutions médicales, des solutions de fabrication additive avancée, etc. Donc vraiment, des projets de coopération concrets qui vont nous permettre de créer des chaînes de valeur dans les secteurs stratégiques identifiés dans notre euro-région. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons financé depuis 2015 donc 32 projets à hauteur de presque 2 millions d'euros dans les différents domaines stratégiques pour nos 3 territoires. Et donc, c'est ce qui fait vraiment des collaborations stratégiques et de pouvoir structurer ces secteurs qui nous semblent importants et stratégiques pour notre euro-région. Et slide suivante. Donc, parlons de ces secteurs de stratégie, de ces secteurs stratégiques pour l'euro-région. Ce n'est pas des secteurs que nous avons pris au hasard, c'est des secteurs que nous avons pris après un examen de ces stratégies de spécialisation intelligente de nos 3 régions. Donc, c'est-à-dire, là, nous faisons régulièrement des actualisations à chaque fois qu'une région fait une actualisation de leur stratégie. Et là, dans la présentation de notre nouveau plan stratégique, nous avons aussi actualisé cette stratégie de spécialisation intelligente euro-régionale. C'est-à-dire que nous avons mis à examen les stratégies des 3 territoires et cela nous a permis d'identifier les 6 secteurs de convergence sur lesquels nous pouvons pousser ces projets de recherche, ces projets d'innovation, ces réseaux de recherche, ces laboratoires d'innovation, etc.
Donc aujourd'hui, du coup, nos 6 secteurs clés, et à partir de 2021, c'est le secteur de la santé, surtout que ce soit des dispositifs médicaux, que ce soit de la silver economy ou voilà, de la santé personnalisée, etc. L'industrie 4.0, donc ici tout ce qui concerne l'industrie 4.0, que ce soit l'aéronautique, la fabrication additive avancée, l'automobile, etc. L'industrie agroalimentaire et le secteur de l'agriculture, très important dans nos 3 régions. Les énergies renouvelables, que ce soit des énergies, que ce soit le stockage de l'énergie, mais aussi des énergies propres, des ressources du littoral, etc. L'économie verte et les industries créatives aussi qui rentrent comme nouveau secteur stratégique. Donc cette S4 euro-régionale va nous permettre, comme je disais, pouvoir créer de nouveaux projets, de nouvelles opportunités d'innovation et de recherche et pouvoir développer des projets structurants pour le territoire euro-régional. Et pour finir, donc tout dont on a parlé, que ce soit la coopération universitaire, les secteurs stratégiques, les réseaux d'innovation, etc., nous amène aussi à pouvoir créer des clusters euro-régionaux. Et donc là, par le biais d'un projet Interreg, nous avions, et avec l'appui des chambres de commerce des 3 territoires, nous avions créé 3 clusters euro-régionaux qui sont aujourd'hui financés avec un partenariat public-privé entre l'euro-région et les entreprises membres des clusters. Donc, dans nos 3 domaines, donc, le cluster Additive Valley dans le domaine de la fabrication additive, le cluster Big Data dans le domaine du Big Data et le cluster Innovmedica dans le domaine de l'innovation médicale. Donc ici, nous avons des entreprises, des PME, nous avons aussi quelques centres technologiques des 3 régions qui sont partenaires, qui sont membres de ces clusters et qui se réunissent toutes les semaines par visio et une fois par mois en présentiel à travers des visites à différents centres technologiques ou différentes entreprises intéressantes pour les membres de clusters pour que ce soit créer des projets conjoints, trouver des opportunités de commerce aussi au niveau de l'autre côté de la frontière, trouver des opportunités de coopération à travers différentes entreprises. Avant, il y avait cette question posée par rapport aux entreprises et aux PME de part et d'autre de la frontière. Souvent, c'est les propres entreprises qui ont ce besoin d'avoir cette relation avec une entreprise de l'autre côté de la frontière, souvent pour raccourcir les circuits, pour relocaliser des chaînes de valeur de l'autre côté de la frontière, etc. Donc, c'est vraiment un besoin et quelque chose que les entreprises demandent par rapport au centre des territoires transfrontaliers. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous expliquer par rapport à ce qu'on fait à l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi-Navarre en matière d'innovation et de recherche, et vous montrer aussi des territoires transfrontaliers comme des territoires d'opportunité dans ce sens-là. Donc, Miesker, muchas gracias, merci beaucoup. Merci beaucoup, Arola, pour cette passionnante présentation qui nous permet de mieux connaître ce qu'est une euro-région. C'est un concept qui mérite d'être développé. Alors, on va entendre un dernier témoignage pour clore le pilier innovation, celui de Laurence Vignolet, qui est vice-présidente de l'Université Savoie-Mont-Blanc, donc voisine de la Suisse et de l'Italie, qui va nous présenter le projet Cadico, un projet de cartographie dynamique transfrontalière. Donc, Laurence, c'est à vous. Bonjour, je veux bien que vous passiez la présentation. Voilà, donc je vais aller très vite, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de monde qui nous ont quittés, il se fait tard. Donc, rapidement, pendant que la présentation se charge, donc Cadico est un projet Interreg, donc franco-suisse, qui a débuté en janvier 2019 et qui se terminera dans 6 mois, mais vous verrez qu'il y a un tel potentiel autour de ce projet-là que on va faire tout ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer à le développer. Est-ce que vous arrivez à retrouver ma présentation? Juste un instant, elle vient tout de suite. Génial, merci beaucoup. Donc en fait, l'idée de ce projet principalement, c'est de permettre de mieux adapter les formations aux besoins du territoire et justement à ce territoire si particulier que le territoire transfrontalier. Alors pour faire le lien aussi
avec certaines présentations. Nous avons pour l'instant focalisé sur les sciences de l'ingénieur et pas sur les diplômés des ingénieurs, hein, mais vraiment sur les sciences de l'ingénieur à tous les niveaux de formation supérieure en sciences de l'ingénieur. Voilà, donc merci beaucoup. Donc, voilà, donc ça, vous pouvez peut-être passer rapidement. Donc, c'est un projet qui a été soutenu donc, par l'Interreg, je l'ai dit, et par la région Auvergne-Rhône-Alpes côté français. Et vous verrez, il y a d'autres soutiens côté suisse. Voilà. Donc, je vous l'ai dit, c'est un programme Interreg 5. L'idée, c'était vraiment d'essayer de favoriser l'emploi en faisant mieux connaître les formations et en adaptant mieux l'offre de formation en sciences de l'ingénieur aux besoins du territoire. Je veux bien que vous passiez à la suivante. Le principe est le suivant, c'est-à-dire qu'on a rassemblé au sein d'une plateforme un certain nombre d'indicateurs. Donc là, vous n'avez qu'un seul exemple qui est l'indicateur de contexte industriel en lien avec les formations en sciences de l'ingénieur. Donc ça vous montre, pour une formation donnée, on peut trouver justement donc quel est le contexte industriel. Donc il y a bien d'autres indicateurs, par exemple, où sont nos diplômés sur le territoire, principalement, ça c'est aussi intéressant, je ne vous montrerai pas, on n'a pas le temps. Mais quel est le nombre d'offres d'emploi en lien avec une formation? Quels sont les métiers en tension en lien avec une formation? Donc, vous voyez que l'avantage de cette plateforme, c'est que on retrouve en un seul endroit tous les indicateurs en provenance du territoire et que tous ces indicateurs sont géolocalisés. Donc ça fait vraiment une innovation très intéressante. Donc, si vous pouvez passer à la diapo suivante. Très rapidement pour vous montrer quel peut être l'intérêt en fait finalement donc pour les établissements d'enseignement supérieur, c'est vraiment d'avoir un recueil d'indicateurs et donc d'éléments objectifs comme une véritable aide à la décision pour adapter leur offre de formation et de façon concertée. Pour les étudiants, c'est une meilleure compréhension avec une belle faute d'orthographe, je m'en excuse, des débouchés sur le territoire, mais aussi pour aider à s'orienter, à mieux s'orienter. Pour les entreprises, c'est aussi contribuer à faire évoluer l'offre de formation et à mieux la connaître pour pouvoir éventuellement proposer des formations complémentaires à leurs employés. Pour les demandeurs d'emploi ou les personnes en mobilité professionnelle, c'est mieux connaître les attentes des entreprises. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir identifier les compétences qui sont attendues par les entreprises, pas seulement les compétences passées, mais les compétences d'aujourd'hui, voire les compétences de demain, et réduire le temps d'adaptation donc des formations aux besoins des compétences de ces territoires. Donc, vous voyez l'importance pour les demandeurs d'emploi. Et puis, pour les collectivités, c'est aussi mieux connaître les besoins de leur territoire et en matière d'offres de formation et en matière de compétences. Voilà, je veux bien que vous passiez à la slide suivante. La diapo suivante, pardon. Donc, c'est un partenariat franco-suisse puisque c'est un projet Interreg, donc avec l'Université Savoie-Mont-Blanc que je représente et donc qui est chef de file côté français, mais on a aussi à nos côtés Pôle emploi, notre club des entreprises, le pôle métropolitain du Genevois français à travers la Maison de l'économie développement. Et puis, du côté suisse, c'est piloté par la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, mais nous sommes avec aussi l'Université suisse à distance, unidistance, l'OPI et le regroupement d'ingénieurs qui s'appelle Swiss Engineering. Voilà. Et l'entreprise Pentila, donc, qui a, côté français, développé la plateforme. Et, donc, voilà les soutiens, côté français, la région et le département de la Haute-Savoie. Et côté suisse, vous voyez que les cantons Genève, Vaud, Valais se sont impliqués aux côtés de la Confédération suisse. Voilà, vous pouvez passer. Voilà. Donc, ça, c'était pour Cadico. Donc, je reste bien sûr à votre disposition pour tout commentaire. Et puis, donc, j'en avais profité pour vous montrer aussi que sur cette frontière si particulière qui est la frontière franco-suisse, on développe aussi d'autres réseaux, en particulier l'Alliance Campus Rhodanien, toujours soutenu par la région et le département de la Savoie côté français, avec des appels à projets pour développer l'innovation sur ce territoire franco-suisse. Et si vous voulez passer à la slide suivante, on développe aussi d'autres collaborations transfrontalières. En particulier, on a une université européenne qui s'appelle UNITA Universitas Montium et on a donc on est en partenariat avec l'université de Turin, par exemple. Là, voilà. Et on fait partie du réseau TEIN qui n'a pas encore été cité, mais qui est un beau réseau pour développer le transfrontalier et les problématiques autour du transfrontalier à plein de niveaux. Voilà, j'ai fait très, très rapidement.
Je savais que je n'avais que quelques minutes, mais je reste bien sûr joignable et disponible pour toute question. Merci beaucoup Laurence d'avoir parfaitement conclu cette séance. Alors nous ne prenons pas de questions malheureusement parce qu'on a largement dépassé le créneau. Je vais conclure en 2 mots avant de tous vous libérer en vous disant que nous avons été une petite centaine ce soir au pic de la conférence dont l'enregistrement va connaître une large diffusion pour répondre aux nombreuses demandes que nous avons reçues dans ce sens. Alors je voudrais encore une fois vous prier d'excuser le problème technique que nous avons rencontré. Là, on a eu affaire à un cas d'école, parce que c'est un groupe de hackers qui a récupéré le lien diffusé sur Twitter. Ils se sont amusés à perturber la conférence. Vous n'avez presque rien vu grâce à l'effort constant de Guillaume, qui a su appliquer des mesures immédiates de cybersécurité. Donc, j'en profite pour vous dire que c'est justement l'un des sujets qui sera abordé lors de la prochaine conférence. Ce n'est pas une mise en scène. Une conférence sera dédiée au territoire connecté. Voilà. Alors, j'essaierai moi-même de livrer à cette occasion un témoignage en évoquant la création au sein du conseil municipal auquel j'appartiens d'une délégation dédiée à la cybersécurité. C'est une première en France, à la mairie de Levallois. Et d'autres témoignages qui, j'en suis sûr, passionneront notre communauté. Alors, merci encore à tous ceux très majoritaires qui nous ont suivis en ligne. Merci à ceux qui ont pu être là physiquement au Sénat. Je pense que de nouvelles contraintes risquent d'empêcher malheureusement ce type de rassemblement dans les prochaines semaines. Donc nous pouvons nous estimer heureux d'avoir vécu ce moment ce soir. Voilà, en ce premier lundi de 2022. Et donc j'en profite une dernière fois pour vous souhaiter une très très belle année sous le signe des territoires. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.